Olivier Thomas Vénard, frère dominicain installé depuis 25 ans à Jérusalem, la société israélienne devient de plus en plus messianique. Le sionisme religieux, qui est un hybridat d'idéologie politique et de tradition juive, qui me semble très dangereux, entre 40 et 60% de la population israélienne serait favorable à la reconstruction du temple. En gros, ça veut dire de la déstabilisation définitive du Moyen-Orient. Bonjour, ravi de vous recevoir aujourd'hui. Émission particulière, puisque nous avons un invité qui est en même temps auteur. Je rappellerai ses ouvrages. Et en même temps, tu es à la tête d'une chaîne de radio, Radio Principe TV. Donc mon invité aujourd'hui, c'est Ziad Ghazouani. Merci Ziad d'être présent parmi nous. Merci de ton invitation, Morad. Et ravi d'être parmi les camarades de Nexus. Écoute, c'est la moindre des choses, puisqu'il nous fallait t'inviter dans la mesure où je repense à cette citation de Martin Luther King: « Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier ». Donc effectivement, tu as été récemment convoqué, puis jugé, tu as décidé de faire appel, suite à une histoire que je qualifierais, comme disait Chirac, d'abracadabrantesque. Voilà. Donc, j'aurais bien aimé, avant toute chose, je vais quand même rappeler, puisque comme j'ai rappelé que tu étais auteur, donc quand même, pour que nos auditeurs te connaissent et te situent, tu as écrit 3 livres, donc j'en ai eu la chance d'en lire 2. Autopsie du musulman de France, les vérités que les musulmans se refusent d'admettre. Un autre que j'ai bien aimé, le maghrébinisme. Alors, c'est un néologisme dont on peut te prêter la paternité, puisque la première fois je l'entendais. Et puis du leader musulman. Du leadership. Du leadership musulman. Ouais. Alors, vous pouvez vous les procurer sur Amazon, et les 3, ça fait moins de 48 €. Donc, vous voyez comme quoi la culture est accessible encore en France. On t'empêche de parler, mais on t'empêche pas d'écrire. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais. Donc, pourquoi je voulais t'inviter aussi, parce que tout récemment, dans Mediapart, le 7 juin dernier, il y a eu un article qui m'a beaucoup interpellé, je pense que je ne suis pas le seul, où, je cite le titre de Mediapart, on mettra tout ça à l'écran pour nos auditeurs. Le premier juge de France s'alarme de la montée d'un, entre guillemets, populisme anti-judiciaire. Or, au regard de la majorité de ces affaires qui sortent, où on voit des juges faire des faux en écriture, des juges faire de la subornation de témoins. Je renvoie, concernant les faux en écriture, à ces 2 magistrates qui ont fait un faux en écriture à l'endroit d'un innocent qui s'est retrouvé en prison et s'est suicidé. La famille a démarché pendant plus de 5 ans, je mettrai l'article en lien, pour faire condamner ces 2 personnes qui sont censées quand même rendre le droit. Le procureur a demandé une relaxe. Donc, c'est là où je dis, et il faut bien l'entendre, qu'est-ce que l'ultraviolence ? Et on va en parler durant cette émission, parce que tu es quelqu'un que je connais, qui est assez émotif, il faut dire ce qui est, un peu... Vu du contexte, il y a de quoi, ouais. Ok, mais il faut raison garder. Raison garder. Mais juger des émotions, en réalité, c'est pas faire du droit. Parce que le droit, c'est justement juger des réglementations en vigueur. Donc, quand on fait du droit, on fait pas de la morale. Mais là, ce qui est assez dingue, c'est que quand je vois le titre, et en plus, c'est Mediapart. Mediapart qui se garde bien à ce jour de faire une enquête de fond sur les 17 fichiers S, dont parmi eux une de leurs journalistes que j'ai interpellée directement. Et c'est assez bizarre. Là, il n'y a plus Mediapart, là. Il n'y a plus la volonté de défendre la veuve et l'orphelin, surtout la victime de l'injustice. Mais on y reviendra. Mais moi, j'ai envie de dire, à la lecture de ce texte, qu'en réalité, ce n'est pas la montée d'un populisme antijudiciaire, c'est une justice antipopulaire qui s'exerce au regard du massacre des Gilets jaunes et de ce qui t'est arrivé encore à toi il y a peu. Et je salue notre ami Abdel Zahiri qui a été victime des affres de la justice et de Moussa Darmanin Blédard, qui a fait un peu tout et n'importe quoi. Et d'Ismaël Boudjekada aussi, je te coupe. Qui est un élu. Qui est un élu, exactement. Et moi, je ne peux jamais m'empêcher de citer une affaire qui, à mon sens, est l'affaire qui, parmi toutes,
est une des affaires les plus graves que j'ai eu à connaître, et j'ai invité à plusieurs reprises, et donc prochainement, ce sera la surprise, une venue de sa personne avec son avocat, c'est l'affaire Thierry Kabil. Ça fait comme on vit en France, ça fait 24 ans que cet homme et sa famille ne savent pas où leur mère est enterrée, ainsi que leur frère. Et pour s'être battus, ils ont reçu une des amendes les plus lourdes en termes d'amende civile, soit 15 000 €. J'ai honte de cette justice quand elle s'exerce. Et oui, nous avons affaire à un système judiciaire anti-populaire et il ne faut pas inverser la donne. Et le président de la Cour de cassation, M. Christophe Soulard, comme tous les autres, refuse tous à ce jour de débattre face à moi, qui est par ailleurs parent plaignant et qui connaît les affres du système judiciaire. C'est pour ça que je voulais absolument que tu sois présent parmi nous, mon cher Ziad. Alors tu vas nous raconter d'abord ce qui s'est passé dans ton affaire, puisque tu as été l'objet d'une convocation au tribunal correctionnel, d'abord à la police. Donc ils t'ont passé un coup de fil ou tu as reçu un courrier? Ça a été un coup de fil. Alors, si tu me permets, c'est ton émission. Ok, j'ai fait l'introduction. Écoute, Mourad, je te remercie déjà premièrement pour l'invitation. Et encore une fois, je remercie Nexus de l'invitation aussi, même chose. Non, mais Nexus est dans son rôle. On fait de l'investigation. C'est ça le journalisme. Moi, je vous renvoie. Moi, je vous renvoie. Non, mais on va pas se servir un verre de thé à la menthe. Je sais que tu as 2 doigts de me le faire. Maintenant, vas-y. Moi, je suis quelqu'un de poli, de bien éduqué. Ce que les juges, malheureusement, n'ont pas vu. C'est ça, complètement. Bon. Donc voilà, je me présente, moi Ziad Ghazouani, j'ai 38 ans, je suis fondateur et animateur principal de la chaîne Radio Principe TV sur YouTube depuis le mois d'août 2020, officiellement. Tu l'as dit aussi, je suis aussi auteur de 3 livres. C'est plus des pamphlets écrits à l'encre de vitriol. Un coup de gueule, on va dire, ça vient du cœur, en tout cas. Ça vient du cœur, voilà. Tu l'as précisé, c'est très émotif, mais une émotion, on va dire, plutôt contrôlée. Sur, on va dire, le pourquoi du comment de la communauté musulmane et maghrébine en France. Pourquoi est-ce qu'elle patauge dans tant de médiocrité. Et ces 2 communautés, pourquoi est-ce qu'elles pataugent dans tant de médiocrité. Et j'ai essayé, moi, avec ce que je vois de l'intérieur depuis des années et actuellement encore, avec beaucoup de sarcasme et beaucoup d'humour. Ce qui est très intéressant, je me permets de te couper, à la lecture de ton livre, je me suis rendu compte qu'en réalité, il n'y avait pas de communauté. Quand je dis communauté, c'est pour qu'on puisse, puisse savoir de qui on parle. C'est pour ça que je vais dans ton sens, c'est-à-dire que tu as eu quand même la présence d'esprit à travers tes ouvrages, justement, de disséquer le fait que on parle toujours de communauté, alors qu'en réalité, il n'y a pas de communauté musulmane. Et qui plus est, encore récemment avec un ami qui me disait, mais s'il y avait réellement une communauté musulmane avec, on va dire, 8 millions d'agitateurs ou de gens qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, seraient poussés par une pulsion antidémocratique et anti-laïque, lors des manifestations pour Gaza, on aurait eu minimum 200 000 personnes place de la Bastille. À la place, c'est moins de 1000 personnes qui, le pouvoir principal, aujourd'hui, qui essaye de faire des salam alikoum aux musulmans de France, mais à l'époque, M. Darmanin, avec l'accord de l'Élysée, ont mis des amendes de 135 €, un fait rare au niveau mondial, à ceux qui manifestaient pour Gaza. Donc, et aujourd'hui, on voit que après des condamnations pour avoir pensé à mal, dont tu nous raconteras d'un de tes collaborateurs, maintenant ils sont en train de réfléchir et donc pour une première en France, on a vu là tout récemment que des franco-israéliens sont l'objet d'une enquête auprès du parquet antiterroriste pour complicité de génocide. C'est assez inédit. C'est ça. Alors, toi, réponds-moi, tu reçois un coup de fil ou une convocation? Alors, je reçois un coup de fil dans un premier temps, puis je reçois la convocation, on va dire, 2-3 jours après. Du policier. Du policier, du commissariat de Troyes où j'habite, et qui me dit, voilà, une affaire vous concernant, classique. Donc moi, je m'y rends, sans savoir ce que c'est. Donc je m'y rends, et c'était à 9h du matin. Et une fois que j'étais en... Ça, c'est pour l'anecdote, une fois que j'étais en cellule de garde à vue, je me suis toujours rappelé de mon grand frère qui me disait, si t'es convoqué tôt le matin, c'est pas pour ressortir 2 heures après. Voilà. Ça m'est revenu après quand j'étais donc voilà, pour me signifier ma garde à vue. Un grand poète, ton frère, hein. Grand poète, pas à son âme, il est décédé le mois de janvier de l'année dernière. Et et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que on t'a signifié ta garde à vue, donc. Il m'a signifié ma garde à vue pour la journée, suite à une vidéo qui s'appelle
la lâcheté des islamo-bougnouls. Alors tu parles comme Macron, hein, parce que je précise quand même, c'est un fait que tu n'as pas évoqué au tribunal. J'espère que ton avocat en appel rappellera que Emmanuel Macron, auprès de Louis de Raguenel, qui est rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, lui a dit en privé, en parlant des gens qui ont des noms à consonance manifestement, que c'était des bougnoules et des crouilles. Il dira par la suite, dans l'avion, si, ça c'est la... Si, il avait dit des mamadou, un truc non, comme mais ça. ça c'est la deuxième version, mon ami. Tu as affaire à ma personne, donc je suis assez à cheval là-dessus. Très pointueux même. Et là, la deuxième, effectivement, ritournelle de Macron, c'est quand il est dans l'avion, et là, c'est auprès de Geoffroy Lejeune, qui est, lui, par contre, qui a pris la tête du JDD, qui l'a réellement réorienté. On subodore l'existence d'un ennemi de l'intérieur. Hein. On voit les entretiens qu'ils ont eu de manière assez exclusive avec la patronne de la DGSI, mais qui n'a toujours pas dissous la section Allat, hein, dont je rappelle... dont on a parlé sur Radio Principe TV. Bien sûr, et qui, je le rappelle, a permis, en tout cas à des directeurs, celui des Ardennes, de violer des jeunes filles mineures au prétexte de la déradicalisation. Elles avaient juste le malheur pour elles de croire en Dieu. Bon. Et d'être musulmanes. Et d'être algériennes aussi. Beaucoup, majoritairement d'entre elles, sont d'origine algérienne. Et puis en plus de ça, franco-algérienne. Et puis ce qui est très très intéressant, c'est qu'il n'y en a que deux qui ont eu le courage et la force d'affronter Olivier Combes, ce directeur d'AGC, que je rappelle a été condamné pour détention d'images pédopornographiques, mais qui n'a pas été condamné pour viol sur mineur, et donc pas renvoyé aux assises, contrairement aux premières volontés du procureur qui était saisi de cette affaire. On mettra l'article en lien. Et puis Geoffroy Lejeune rappelle donc à ce moment-là que Emmanuel Macron, en parlant des gens qui ont un nom en consonance, hein, j'envoie un message à tous ceux qui cherchent à faire des selfies avec lui, parce que le français du quotidien, il ne veut pas faire de selfie avec Macron, lui il a tout compris. Mais celui, je ne sais pas de quoi il rêve, d'une carte de séjour, d'un job d'été, enfin j'en sais rien. Mais, celui qui est racisé, on va dire ça comme ça plutôt. Voilà, celui qui a été mis qui est passé à la moulinette de la gauche racialiste. C'est ça. Mais, et qui est toujours victime, et qui, le pauvre, passe son temps à dire Monsieur Sidi, parce qu'il cherche à se faire aimer. Et on a changé d'époque. Comme tu les appelles, les robsistes. En l'occurrence. Définition, c'est-à-dire ceux qui ramassent les miettes de pain. Tout à fait. Ben là, il ne ramasse plus grand-chose. Et il cause beaucoup de soucis, justement, au fait que, à ceux qui tentent de faire avancer les choses, aux diplômés, aux gens instruits, aux autodidactes, aux entrepreneurs, eux sont encore à la remarque, et c'est devenu réellement de véritables boulets. Là, on voit la manière dont ils suivent LFI, qui est pour la théorie du genre, inscrite dans la Constitution, LFI qui s'est battue avec Mathilde Panot pour les lois sur l'euthanasie. Donc arrêtez de vous dire musulmans. Ouais, mais ça c'est les deux dernières en l'occurrence quand même qui sont quand même des projets de mort. Il me semble que l'IVG dans la Constitution, LFI aussi s'est réjoui de ça. Non, mais LFI se réjouit et c'est pour ça que ça prête à sourire. Moi, je suis prêt à débattre face à M. Mélenchon. Et c'est pour ça que je pense que l'Alliance pour la France, le parti que je préside, on finira par être le nombre, et à ce moment-là, quand on sera plus de 100 000, les médias mainstream seront obligés de m'inviter et de me permettre de débattre face à M. Bardella, M. Zemmour, M. Mélenchon et toute la clique. Je l'espère. En tout cas, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'Emmanuel Macron, dans l'avion, parle de Rabzouz. Et Geoffroy Lejeune, qui n'est pas animé d'un amour immodéré pour les gens qui portent des noms à consonance, vu la ligne éditoriale. D'ailleurs, je suis prêt à débattre face à lui aussi, parce que moi, à la rigueur, ces gens-là, c'est marrant, ils sont dans des cocons et ils nous font l'addiction. Je tiens à rappeler qu'ils ne savaient pas ce que voulait dire Rabzouz. Et Macron le dit en rigolant, mais non, moi, je les appelle les Rabzouz. Donc, toi, tu as inventé le terme de maghrébinisme, et Macron a inventé le terme de Rabzouz. Donc, ton titre, moi, ne me choque pas, puisque c'est un titre, quelque part, on pourrait presque te reprocher, mon cher Ziad, de faire du macronisme. Ouais, c'est dommage que les juges n'ont pas retenu cet angle. C'est une bonne parabole. Et quand je vois qu'aujourd'hui il est très difficile pour des femmes violées d'avoir justice, d'ailleurs que 6% je crois des viols sur des femmes aujourd'hui qui finissent aux assises, les enfants, que 3% qui vont aux assises, donc 97% des pédos sont dehors. Mais toi on est venu te chercher,
on est venu te chercher, toi Zied, parce que tu as fait une vidéo où tu as parlé de la communauté musulmane, enfin, des islamo-bougnoul. Alors, je vais le définir. En réalité, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as défini auprès du policier. Voilà, comment je l'ai défini auprès du policier et que j'ai assumé devant les magistrats, devant le magistrat, le président de séance. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu cette garde à vue. C'est vite ton affaire, hein. Dis-moi, t'es convoqué. J'étais convoqué le 22, le mois de novembre 2024. Et je suis passé au tribunal le 22 avril. Tu sais qu'il y a des affaires aujourd'hui de pédocriminalité, de crimes, où on attend toujours la nomination de juge d'instruction, après 2 ans. Ouais. Disons, ça a été expéditif. Un mois après, ouais. Ça a été expéditif. Vive la liberté d'expression. C'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que, pour recontextualiser, donc, je fais ma journée de garde à vue, on me fait diffuser la vidéo, j'explique les propos, etc., etc. On demande si je vais être assisté d'un avocat, je refuse, d'un médecin, je refuse, etc. Bon, après, voilà, je fais... T'as eu tort pour l'avocat? Oui, j'ai eu tort, mais encore une fois, je reviendrai tout à l'heure dessus par rapport au procès. Mais donc voilà, j'explique à peu près le pourquoi du comment de cette vidéo. Je parle à nos auditeurs par expérience. Hein. Ouais. Il faut absolument être accompagné des avocats, même si c'est un commis d'office. Surtout dans des histoires comme ça. Ouais. Surtout dans ces histoires où de plus en plus en France, on vous poursuit pour des délits d'opinion en réalité. Ouais. Je veux dire, c'est bien plus grave pour eux que les pédocriminels. Ou les vendeurs de drogue. Bien sûr. Et les crimes, grand banditisme. On voit malheureusement qu'aujourd'hui, c'est la priorité absolue en France, c'est de faire taire les gens qui... c'est marrant, qui exigent la vérité. Mais ne sois pas surpris, parce que moi, je mettrai à l'écran, il y a eu un rapport qui a été fait au niveau du Parlement européen, un groupe parlementaire qui s'appelle Deleft, dont personne ne parle, bien sûr, qui a reconnu que la justice française était arbitraire. C'est-à-dire que c'est un fait assez inédit et ça va dans le sens de l'opinion. C'est-à-dire que 76% des Français estiment que les décisions de justice sont injustes, donc tous les Français. Mais là, en l'occurrence, je veux dire, je mettrai en exergue ce rapport, qui est en anglais, binding the Guardian, qui est très intéressant. Arbitrary Rule at the Heart of Europe. Qui explicitement veut dire l'arbitraire au cœur de l'Europe. Voilà. Donc c'est très intéressant, c'est que l'exemple qui est pris, c'est le système judiciaire français. Donc ça prouve quand même qu'aujourd'hui, au niveau international, la France est montrée du droit, du droit, tu vois, j'ai fait le lapsus, pour manquer de droit. Moi je crois que la justice... par les acteurs de la justice, reste encore indépendante du pouvoir. Mais là, il y a un vrai problème en termes de corruption, justement, qui malheureusement diffuse toutes les strates institutionnelles françaises. C'est pour ça que tu es une victime collatérale, encore une, j'ai envie de dire, et c'est pour ça que je tenais à t'inviter. Ouais. Donc, tu es face aux policiers. Donc oui, voilà, donc je me fais dérouler la vidéo, il me demande de m'expliquer par rapport à tel propos. Donc après, journée de garde à vue se termine, je rentre chez moi, j'ai une convocation pour le 22 avril, c'est-à-dire le mois dernier, il y a un mois et demi, au tribunal pénal de Troyes, là où je réside. Alors que normalement, ça relève du droit de la presse. On est d'accord. C'est très surprenant déjà. C'est très surprenant. Il y a déjà une faille dans ton affaire. C'est la première question que j'ai posée au policier. Je dis, mais pourquoi est-ce que je dois aller au tribunal pénal ? Normalement, ça relève du droit de la presse. J'ai eu 2 procès déjà avant. Donc je tiens à te remercier parce que c'est toi qui en avais fait on va dire c'est toi qui avais relayé ça sur Internet. Parce que j'ai porté à la connaissance le fait d'une injustice flagrante. Je tiens à signaler que Morad est le parrain de ma chaîne, Radio Principe TV. C'est-à-dire, c'est avec Morad, ça a été mon premier invité officiel. J'en fus très honoré. Voilà, et c'est avec Morad où on avait sorti l'affaire justement dont on a parlé d'Olivier Combes, l'ancien patron de la DGSI dans les Ardennes, condamné, etc. Directeur de la DGSI dans les Ardennes. C'est ça. Et ce qui est assez surprenant aujourd'hui, c'est que j'étais très surpris que personne dans ces pseudo-communautés organisées ou mosquées se sont affligés que des jeunes filles mineures se fassent violer dans des locaux inscrits secret défense dans les préfectures par le biais de directeurs de la DGSI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, c'est organisé, puisque comme il n'a pas été condamné pour ces viols, l'institution judiciaire a validé de fait la possibilité de violer
des filles mineures parce qu'elles sont musulmanes. Et ils n'ont pas bougé. Donc ne venez pas me faire un procès à moi. Oubliez Morad El Hattab. Les faits sont irréfutables. Vous tapez Ardennes, juin 2019, il y a tout sur Internet. Il y a même la tête d'Olivier Combes. Vous n'avez pas bougé. Et tu en as fait, et c'est tout à ton honneur. J'en parle d'ailleurs dans mon 3e livre. D'avoir été celui qui, avec d'ailleurs notre ami Abdel, ont eu le courage et la ténacité d'en faire état, puisque ça relève du crime. Et tout le monde s'est tu. J'ai vu des Français non musulmans, non religieux, me soutenir dans cette initiative. C'est pour ça qu'il n'y a pas de communauté musulmane. Quand j'étais en Russie, là encore récemment, j'ai un proche qui est à la Maison Blanche aujourd'hui. À chaque fois qu'on discute, je ne dirais pas sous quelle forme, et oui, messieurs et mesdames de la DGSI, c'est pas par téléphone. Hein. Et arrêtez les violeurs d'enfants qui sont chez vous au sein de la section Al-Lat. Me disent tout le temps, mais Morad, il y a des musulmans en France? Incroyable. C'est incroyable. Non, mais moi, j'ai été choqué la première fois. Mais c'est au niveau international. C'est un truc de fou, quoi. C'est pour ça, là, je veux dire, ça crie avec un drapeau pour un match de foot. Mais là, on parle d'enfants. L'enfant, c'est l'avenir. Ils tiennent tous leurs grands discours. Vous voulez sauver les enfants palestiniens, vous n'arrivez déjà même pas à sauver les enfants français. Les enfants français et tous les enfants français. Exactement. Bravo. Et donc, c'est tout à ton honneur, Zia, je tenais à le dire même publiquement, que toi et Abdel, et même Nexus à l'époque, qui m'a invité, Mike Borowski, j'ai les premières manifs dès 2017. Et d'ailleurs, on ne vient pas me chercher pour diffamation. Hein. Je rêve d'un débat public face à M. Retailleau, face à M. Darmanin et même face à M. Macron. Mais non, ils ne viennent pas. Hein. Et ils s'arrangent pour que judiciairement j'ai un paquet d'emmerdes. Mais voilà, des gens qui sont complices de crimes d'enfants, ça reste des lâches. Je ne vais pas leur donner un poids. Ça reste des lâches. Donc toi qui as eu à connaître là les affres de la justice parce que tu aurais mal pensé ou mal dit ce que tu voulais exprimer. Donc parce que tu as parlé d'Islam ou Bougnoul, mais je constate que ce qui est quand même assez incroyable sur la convocation en justice, que tu as eu la gentillesse de me remettre, il n'est pas écrit la phrase en italique de tes propos tenus. Donc non seulement ils vont se défaire de là où ils auraient dû t'envoyer, c'est-à-dire en termes de droit, non au niveau du pénal, mais au niveau du droit de la presse. Mais en plus de ça, les propos tenus, c'est complètement décousu. Moi, j'ai lu ça, j'ai rien compris. Ça n'a ni queue ni tête, ouais. Alors, justement, je vais expliquer si tu permets, Morad. Vas-y, tiens, c'est là devant toi, et explique-nous tout ça. Alors, justement, donc, qualifier la communauté, je vais redonner je vais expliquer le contexte. Donc, qualifier la communauté musulmane de France d'Islamo-Bougnoul, en prévoyant, après on parlera de la deuxième partie, en prévoyant d'éradiquer certains imams en France en les traitant de lâches, de traîtres, de gens qui fuient, que la justice imposera d'elle-même, qu'ils rendront des comptes et qu'un jour viendra où il leur fera rendre des comptes quelles qu'en soient les conséquences, en parlant de moi. Donc moi, ça c'est ce que j'ai exprimé dans la vidéo. Je vais donner le contexte. Donc je me retrouve face au juge, le 22 avril dernier. Mon avocate, malheureusement, que je salue d'ailleurs au passage, n'a pas pu se présenter. Et donc j'ai essayé de dépêcher un avocat là-bas sur la ville de Troyes. Mais ça a été très très compliqué, c'est pas le genre d'endroit où les avocats se mouillent pour traiter ce genre d'affaires. Là, vous avez le tribunal et tout autour, vous avez tous les cabinets d'avocats. Donc c'est très compliqué en fait. Et c'est la ville aussi de l'Institut Rachi. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder ce que c'est. C'est une des premières communautés juives d'Europe. Et donc, vu qu'il y a alors, t'es obligé d'expliquer pourquoi, parce que tu dénonces l'extrême droite israélienne. C'est ça c'est la deuxième partie. Alors, je rappelle à nos auditeurs que Ziad, ici présent, tu nommes personne dans ta vidéo. Je nomme personne, aucun nom. Ok, parce que c'est d'ailleurs c'est pas ce qui est retenu dans leur qualificatif. C'est ça. C'est assez hallucinant. Mais enfin bon, bref, vas-y. Donc ce qui se passe, c'est que c'était au mois de juillet 2024. Et donc ce qui se passe, c'est que il y a eu le fameux bombardement, un des premiers bombardements des camps de réfugiés palestiniens. C'était à Jabalia. Et c'était la fameuse photo ou vidéo d'un père qui prend soit sa fille, soit une petite fille, je sais pas, qui est coupée en deux par un missile et qui la montre aux caméras. C'est cette photo-là. Voilà, c'est celle-ci. Et donc,
moi, en fait, je me suis présenté face au juge. J'ai dit, bon, il n'y a pas d'avocat, je vais y aller tout seul, c'est pas grave. Moi, juste une parenthèse, rappelle quand même que l'objet de cette photographie, comme tant d'autres, a permis, dans un premier temps, là, que les autorités internationales, et enfin en Afrique du Sud, et la CPI, reconnaissent, en tout cas pour l'instant, un génocide. Un génocide, donc voilà, ainsi que d'anciens rescapés des camps c'est ça, de la Shoah. Complètement. Donc je disais, je me suis présenté, moi, comme je savais qu'il n'y avait pas d'avocat, donc je me suis présenté à risque, j'aurais pu demander un renvoi, chose que je n'ai pas faite parce que voilà, je me suis dit, moi je suis croyant, tu le sais Morad. Tu t'es dit qu'il y avait une justice en France. Je me suis dit il y a une justice divine. C'est autre chose. Je me suis dit il y a une justice divine et il y a surtout un destin qui est le mien, qui est le nôtre, chacun a son propre destin. Ça sauve d'être croyant parce que moi j'avais un ami avocat, excusez-moi mais je suis obligé de faire cette digression parce que vous allez me dire que je vais trop parler, après je te laisse vraiment la parole. Pas de problème, non mais j'avais un ami avocat qui est très connu, qui est décédé maintenant, un homme assez célèbre, et qui m'avait dit, tu sais Morad, je reconnais un idiot quand il vient dans mon cabinet et qui me dit qu'il croit en la justice. Donc toi, ce qui sauve, c'est que tu nous as expliqué que c'était la justice divine. C'est ça. Voilà. Bon. Donc c'est la justice divine, et moi je me suis dit, voilà, je crois en mon destin et je crois aux signes, et j'avais moi déjà dans ma tête, je partais du principe que à la base, des propos liés à la liberté d'expression à partir du moment où vous n'avez pas enfreint, vous n'avez pas enfreint les règles, normalement, vous devez vous présenter sans avocat et les assumer. Moi, je pars de ce principe-là. Donc, j'ai pas trouvé d'avocat. J'ai dit, bon, je pense que ma pensée va se matérialiser et c'est ce qui va se passer. Donc, j'aurais pu demander un renvoi. Quand tu as demandé au juge que c'était dépendait de la presse, qu'est-ce qu'il a répondu ? Alors ça, c'est pas au juge que j'ai dit ça. J'avais dit ça au policier. Il m'a dit, écoutez, moi, c'est pas de mon ressort. J'ai appelé le magistrat. Vous êtes convoqué à... Voilà. Donc, moi, j'étais étonné parce que normalement, ça devait relever du droit de la presse. Et ça, c'est la 17e chambre correctionnelle de Paris, à laquelle j'ai été déjà confronté à 2 reprises. Donc voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me présente devant les juges. Enfin, du moins, devant le juge. Et voilà, je décide de me défendre tout seul, sans demander de renvoi ou quoi que ce soit. Je savais à quoi m'attendre sans avocat. Je savais que j'allais en prendre plein les dents. Mais voilà, argument contre argument. C'est ça, c'était une partie de t'as cru qu'ils allaient aussi argumenter. C'est ça, mais j'ai senti que le magistrat, le juge en face, pour une fois c'était un homme, avait vraiment pris ça, on va dire, à bras le corps. Il avait vraiment l'air motivé à m'emmener sur un terrain qui n'était pas le mien de base, on en parlera après. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi je lui ai expliqué le contexte, je lui ai dit, je me réveille le matin. Comme d'habitude, j'ai mon petit déj devant moi, mes enfants qui courent un peu à gauche, à droite et tout. Et dans la nuit, il s'est passé cette horreur où on avait coupé l'électricité à Gaza, je parle à Gaza, on avait coupé les connexions Internet et voilà, il y avait les journalistes sur place, les journalistes Al Jazeera, etc., qui eux bénéficiaient de leur propre satellite, qui ont diffusé cette image horrible que j'ai déjà montrée tout à l'heure, sexy. Et c'était impossible de prendre la moindre cuillère ou de manger, rien du tout. Vous avez vos enfants qui jouent devant vous. Vous pouvez pas être heureux à ce moment-là, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous permettre de décocher un sourire tout en sachant qu'il y a des horreurs qui se passent de l'autre côté du monde. Et notamment sexy, parce que en fait, c'est un génocide à ciel ouvert et en direct. Le mec ne se cache pas, quoi. Et il l'assume même totalement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'ai passé la journée à voir si, on en a parlé tout à l'heure par rapport au viol d'enfants de la communauté musulmane, s'il y avait des responsables religieux qui en parlaient. Avec les imams qui sont sur TikTok, Internet, Instagram. Et petite parenthèse, entre guillemets, tu montres une victime, mais il y a eu 54 000 morts. 54 000 morts. Et 125 000 blessés. Et on a aujourd'hui les chiffres, ceux-là sont incontestables. Manifestement, ils ne les ont pas... Moi, je ne crois pas à 54 000. Je pense non, mais il y en a au moins... Oui, mais on ne peut pas trop spéculer sur les chiffres, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont sous terre, qu'on n'a pas pu déterrer. Mais parmi ces 54 000 victimes, on sait déjà que pour 70%, sont des femmes et des enfants. Des femmes et des enfants. C'est important de le préciser à nos auditeurs, puisque c'est une victime parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, les chiffres officiels font état de 125 000 blessés. Et souvent dans des états dramatiques. Et concernant les enfants, on sait que si là, cet état de famine calculé perdure, il risque d'y avoir 45 000 décès chez les enfants. C'est ça. Donc, non, mais c'est important de préciser que cette horreur, tu montres une image, mais qui traduisent, je veux dire, des milliers de victimes. Donc voilà, merci. Ça a été important aussi de le dire, Morad, je te remercie.
Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai regardé, j'ai passé la journée à voir s'ils allaient en parler, les responsables religieux français, comme j'ai dit, là, qui sont toute la journée sur Instagram, TikTok, à nous faire comment dire, sans cesse nous faire culpabiliser sur les parents, sur notre manque de foi, etc. Mais sur ça, silence total. Même les vendredis, les prêches du vendredi, pas une invocation, rien. C'était au tout début, c'était terrible. Le silence, pour moi, c'est un silence complice. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé ma caméra et j'ai parlé avec mon cœur de cette situation qui commence un peu à être agaçante pour l'ensemble des musulmans en France, mais qui ne le disent pas encore. Et je me suis exprimé au nom justement de tous ces musulmans qui sont frustrés et qui sont en colère envers des gens qui se sont autoproclamés comme étant nos représentants. Voilà. Et je les ai interpellés dedans de manière virulente. Tu as la vidéo, tu l'as regardée, c'est sur les propos aussi qui ont été retranscrits. La vidéo qui a été supprimée depuis. Ouais, qui a été supprimée, voilà, c'est ça. Et ce qui est dommage, puisque en fin de compte, on pourrait, tu me l'as envoyé, je te remercie, mais on pourrait juger du fait qu'effectivement, pour l'avoir écouté, nominément, personne n'est cité. Personne n'est cité. Alors, ce qui est complètement délirant dans ton affaire. Justement, c'est ce que j'allais faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que personne n'a été cité. Cette vidéo a été relayée par Balance ton antisémite et toute la clique, le compte X, Twitter. Oui, enfin, on s'est compris. Voilà. Où en gros il y avait risque, parce que comme eux me ciblent depuis fort longtemps, parce que j'ai reçu des invités qui leur sont ennemis, hein, les Bourbons, les Chalençon, paix à son âme d'ailleurs, et au général de la Ward aussi, hein, comme on avait fait la dernière fois avec Abdel, mon général. Que j'avais eu quelques temps, que j'ai vu même pas 2 mois avant son, entre guillemets, son assassinat. Que j'ai déjà reçu aussi sur Radio Principe TV. Ouais. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc cette vidéo a été relayée par ces comptes, voilà, c'est ces comptes des officines de la mafia. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je reçois, moi, une flopée de messages, même de gens à qui je ne parle pas depuis des années, et qui m'ont retrouvé assez bizarrement. Où c'est l'imam Hassan Chagroumi, très connu pour son excellent français, sa maîtrise de la langue de Molière, qui a retweeté ça en disant qu'il allait porter plainte avec son avocat Olivier Kasminski. C'est signé, hein. Parce que dedans je le menaçais, etc., etc. Oui, alors moi je rappelle à nos auditeurs que c'est incroyable. À aucun moment tu le cites. Alors, non seulement je le cite pas, mais en plus de ça, de ce que je sais, il a porté plainte, retiré sa plainte, mais c'est le signalement pharos de l'Observatoire Juif de France à mon égard. Alors, je parle dedans en fait, l'intitulé de ma convocation, c'est les islamo-bougnoul. Après, on va parler de l'extrême droite israélienne que j'ai citée. Mais, en dehors, moi, je pose la question aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait appel. Si, par exemple, peut-être que j'aurais eu tout l'intitulé, ça aurait été clair pour moi dès le début. Je dis la vérité, peut-être que j'aurais pas fait appel. J'aurais dit, ok, d'accord, pas de problème. J'ai été pris la main dans le sac, pas de souci. Mais là, quel est le lien entre l'Observatoire Juif de France et les imams de France, et avec les musulmans, si ce n'est une absence de prépuce, parce que c'est avec la communauté juive, on est circoncis de la naissance. Quel est le lien sinon, en fait? Il n'y a aucun lien. Donc pourquoi est-ce que l'Observatoire Juif de France... Et d'ailleurs, c'est une idée un peu généraliste, puisque j'avais eu à discuter il y a à peu près 15 ans avec un des responsables d'un journal français juif, franco-juif, qui était un homme remarquable, paix à son âme, et qui me disait, tu sais, Morad, des juifs, de par l'assimilation, de par les mariages mixtes, ça se dissout aussi, et là, plus que 50%, comme ça, et puis il me dit, à terme, ça fera... Ça se dilue. Voilà, c'est pour ça que ces personnes qui se pensent avoir une exclusivité, même à l'endroit, parce qu'on pourrait dire la même chose des juifs, à l'endroit des juifs de France, il faut qu'ils arrêtent. Je veux dire qu'à un moment donné, il y a énormément de juifs en France qu'on en marre, qui se manifestent de plus en plus, bien sûr, pour dire on ne veut pas être associés, et qui d'ailleurs ont des liens très forts avec la communauté juive israélienne, qui manifeste en permanence. D'ailleurs, ils ont... Attends, et c'est ça où ta photo est très intéressante. C'est que en Israël, des manifestants juifs israéliens
il y avait aussi des Arabes israéliens. Mais là, des manifestants juifs israéliens, dont certains avaient des proximités avec les familles des otages, ont défilé en Israël avec la photo des enfants palestiniens massacrés. Complètement. Parce que comme le rappelle Jean-Pierre Filiu il faut récemment... Il faut leur rendre hommage. C'est super important de le faire. Et ils sont, eux, boycottés par les télévisions françaises. Et ils se font même massacrer des fois par la police israélienne. Bien sûr. Et Netanyahou aujourd'hui est en fin de course. C'est un voyou qui devrait être en prison. D'ailleurs, il est mis en examen dans plusieurs dossiers. Et il se précipite comme ça dans la guerre pour essayer de se défaire des juges, parce que la Cour suprême israélienne, c'est autre chose. C'est autre chose que la justice en France. Hein. Complètement. Ouais. Donc, et d'ailleurs, j'avais commencé un ouvrage là-dessus. Et il faut même rappeler que excuse-moi Morad, il faut même rappeler que dans la juridiction, donc dans les magistrats en France, mais tu ne serais pas poursuivi en Israël. Ce que je veux dire à nos auditeurs, c'est ça. C'est que j'avais pensé la même chose. Ziad Ghazouani est poursuivi en France et a été condamné, alors que tu ne l'aurais pas été en Israël. C'est ça. Et c'est ça le délire. Et ça commence à bien faire. D'ailleurs, Jean-Pierre Filiu récemment rapportait que, pour avoir été à Gaza, que la majorité des Israéliens ne savaient même pas ce qui se passait à Gaza, ce qui fait que sortaient des sondages bidons. Mais ça, en France, on a l'habitude. On a la preuve matérielle aujourd'hui qu'il y a des sondages bidons qui ont été sortis par des instituts de sondage et qui ont été dénoncés par un professeur à Montpellier, qui a été bizarrement poursuivi dans un premier temps. Et puis la plainte a été retirée 3 jours avant parce que ça aurait fait jurisprudence. On sait, on a la preuve matérielle que des sondages bidons sont faits pour construire la haine d'un ennemi de l'intérieur qui serait le musulman. Le musulman aujourd'hui, on sait très bien que d'ici 2-3 ans, ça sera éventuellement le chinois, parce qu'on va être immergé de produits chinois en raison des droits de douane américains. C'est vrai, c'est chacun son tour. Et à un moment, et par contre, les préoccupations des Français, personne s'en occupe. Et par contre, la justice française, là, se presse. Alors, non seulement, c'est pas le droit de la presse te concernant, non seulement tu cites personne, mais on te poursuit par rapport à des gens que tu aurais soi-disant... le droit pénal. Oui, mais ça fait du droit pénal au droit de la presse. Ouais. Non seulement, là, on te poursuit par rapport, soi-disant, au fait que tu aies pu viser des personnes, alors que c'est absolument pas le cas, tu cites personne. Et puis au final, en bout de queue de comète, ce qu'ils vont retenir, c'est provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Alors je les invite à poursuivre Emmanuel Macron pour avoir dit Bougnoul, Crouille, Rabzouz et Mamadou. Je les invite à poursuivre Monsieur Darmanin, qui est d'ailleurs aujourd'hui ministre de la Justice, pour avoir dit blédard. Je les invite à poursuivre M. Retailleau pour avoir parlé de français de papier. Et pire, dans l'assassinat meurtrier, dans l'assassinat terroriste d'Aboubacar Cissé, il a parlé de la victime comme étant d'un acte anti-islamiste. Donc il lui projetait sur elle le fait qu'il était éventuellement un islamiste. Nous avons affaire au pire criminel au cœur de l'État qui monte aux Français du matin au soir. Et c'est toi qu'on poursuit sur les motifs d'une émission que combien de personnes l'ont vu ton émission? C'est même pas une émission, c'est une vidéo. Une vidéo, combien? Moi, mes vidéos ne dépassent jamais les 2000 vues. Voilà. Donc, alors que ces gens parlent à des millions de Français. C'est ça. Et c'est toi qu'on poursuit. Et donc, du coup, ça va être très intéressant. Donc, M. Chalgoumi retire sa plainte. Ouais. Alors, donc, en fin de compte, il ne reste plus rien, normalement. Et là, c'est l'Observatoire Juif de France, qui est inconnu au bataillon. Enfin, moi, je ne connaissais pas. Je connais le CRIF, le Consistoire. Mais il est important, excuse-moi, Morad, de préciser que toutes ces organisations, le CRIF, la LICRA, etc., sont les ennemis numéro 1 des Juifs de France. Il faut le préciser. Ceux qui mettent des cibles dans le dos en permanence des Juifs de France, si aujourd'hui il y a des agressions, des actes antisémites, etc., comme ils nous le disent, c'est pas du fait d'une propagande faite par, je sais pas moi, comme ils disent, l'islamisme des banlieues, etc. Moi, je ne connais aucun mec de banlieue qui s'exprime par rapport à Gaza, qui met en cause la communauté juive de France. Je mets au défi quelqu'un de me trouver ça. Je l'invite au Quai des Marques là-bas de Pont-Sainte-Marie. J'invite, je lui paye ce qu'il veut. Nous avons affaire à des... Moi, je pense... Ceux qui leur mettent des cibles dans le dos permanentes, ce sont ces organisations. Non, mais là, en l'occurrence, je tiens aussi à évoquer, parce que je peux... Aussi ce qui se passe au niveau de notre... du ministère de l'Intérieur. Moi, je suis désolé, le rapport bidon qui est en train d'être défait sur les frères musulmans, qui dans l'ombre,
cette grande penseuse et journaliste française qui est Laurence Ferrari, qui a lancé l'initiative qui a été honteusement récompensée. Oui, mais à la rigueur, ça, restons sur les faits. Elle a évoqué le fait que des frères musulmans agiraient dans l'ombre suite à ce rapport dont je suis persuadé, si on avait un débat, elle ne l'a pas lu. Je vous renvoie à la séquence avec Gilbert Collard, elle ne connaissait même pas les dates de la commune. Enfin, oui, je me souviens de ça. C'est à mourir de rire, elle est rouge de honte, mais là, elle devrait... Et bon, qu'elle ait eu un prix ou pas, à la rigueur, j'ai envie de dire, elle a été jusqu'à interviewer Netanyahou, enfin bon bref. Mais on mérite ce qu'on a dans la vie. Voilà, mais c'est pas, le truc c'est que c'est quand même assez incroyable que sur la base d'un rapport bidon, à chaque fois ils en remettent. Et moi je réfléchis à une plainte face à M. Retailleau, parce qu'il va bien falloir que ce mec, je le traduise en justice. Donc, s'ils sont de ses propos, bien sûr. Et s'il est si bon que tu sois entendu par la police, donc ministère d'Intérieur, que tu sois traduit devant la justice, ministère de la Justice, M. Darmanin, eh ben, il va peut-être falloir que ces gens aussi rendent des comptes. Moi, tu sais, je le fais au nom de tous les citoyens de France. J'appartiens à aucune communauté, si ce n'est une communauté, j'ai envie de dire, universelle, qui supporte pas l'injustice. Et je pense qu'on est nombreux dans ce sens. Et je salue et les adhérents de l'Alliance pour la France et nos auditeurs, parce que les Français ne sont pas racistes, je tiens à le préciser. Par contre, cite totalement ce que tu dis. Les institutions sont très racistes. Grave. Et je vais te dire juste une chose. Je voulais te dire juste une chose, c'est que donc tu as ce face-à-face avec le magistrat. Ouais. Alors, déroule-nous un peu... Alors, ce qui se passe avec le magistrat, déjà, donc je ramène avec moi toute cette documentation qui est avec moi ici. Je tenais à la ramener, comme ça je vais expliquer à peu près comment je me suis défendu. Donc le magistrat a assez bizarrement insisté sur la deuxième partie, qui est, en qualifiant le pouvoir israélien d'extrême droite, de pire ennemi de l'humanité, de forces obscures, de démons et de satanistes. C'est sur ça que le magistrat a insisté. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, dans la qualification d'extrême droite. La qualification d'extrême droite, j'ai repris... alors, je vais essayer de le retrouver. Voilà, j'ai repris avec moi des dépêches de presse que j'ai pris sur Internet. Donc là, on a le site Alerte Info. C'est un site d'information sur X. Donc 16 ambulanciers de la Croix-Rouge internationale ont été tués par les forces israéliennes au sud de Gaza. Je reprends les termes de I24 News, français, chaîne israélienne, où c'est Nathanael Slama, membre de Dor Anitza, réserviste pour la victoire, donc c'est un militaire, qui dit: si aujourd'hui on n'a pas encore ouvert les portes de l'enfer à Gaza, c'est justement parce qu'on essaie de sauver le maximum d'otages. Hein. Toujours I24 News français. Là, c'est Amir Badran, c'est un avocat. On montrera tout, vas-y. Ouais. Donc, qui dit: Israël n'arrive pas à battre militairement le Hamas, et a donc modifié sa tactique en imposant une famine contre plus de 2 millions de Gazaouis. Donc, moi, je reprends les dépêches de presse. Émeric Caron, sur Twitter, qui est un député de la Nation, et LFI, rappelons-le: en Israël, une vie n'est pas égale à une vie. En fait, il retweet les propos de Rachel Kahn sur Radio J France, qui est un média communautaire de la communauté juive, qui dit puisque pour 33 otages, plus de 1000 terroristes sortaient des prisons d'Israël. En gros, il a fait un calcul, soit une vie israélienne est égale 30 vies palestiniennes. Donc ça reste un calcul abject. Même chose sur des propos reliés par I24 News de Netanyahou, c'est en anglais: in the future, the state of Israel has to control the entire area from the river to the sea. En gros, dans le futur, l'État d'Israël contrôlera l'espace complet de la rivière, de la rivière à la mer. Donc en gros, c'est le projet de colonisation. Même chose, je reprends des propos de Yvan Attal sur Radio J, devant Frédéric Aziza, qui dit: il n'y a pas de conflit israélo-palestinien, il n'y a que des antisémites. Donc ça a été pour justifier le fait que je dise que c'est un gouvernement d'extrême droite. Voilà.
Il n'y a pas que moi, j'aurais pu sortir des dépêches du journal Haaretz, qui est un journal israélien, le Times of Israel. Haaretz qui a largement démenti ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est ça, exactement. D'ailleurs, ça a été repris par Libération en France. C'est ce que j'ai dit au juge, il m'a dit, vous pouvez pas vous permettre de dire ça. Je dis, je vous invite à aller regarder les médias israéliens. Si il se permet, il n'a rien à se permettre. Voilà. D'abord, il n'est pas là pour faire des leçons de morale. C'est ça. Un juge, il est là pour rendre justice. Et en l'occurrence, c'était des journalistes et des preuves médiatiques, en tout cas, que n'ont pas été, eux, poursuivis. C'est le drame de cette justice aujourd'hui en France qui est complètement idéologique et qui en devient, injuste. Je rappelle aux Français qui nous écoutent, l'ultra-violence, c'est pas un type qui chope un pédo et qui le massacre à coups de poing jusqu'à éventuellement le tuer. C'est pas ça l'ultra-violence. L'ultra-violence, c'est quand celui qui est en charge de rendre la justice commet une injustice. Parce qu'on lui donne tous les pouvoirs. Moi, en tant que Français, c'est une sacrée violence. J'accepte de déléguer cette responsabilité à une institution qui est la justice, et en plus de la rémunérer à travers nos impôts, dans la mesure où on se dit, je ne serai pas victime de l'arbitraire. J'ai été victime de l'arbitraire. Tu l'as été. Des millions de Français, blancs ou noirs, athées ou religieux, nous sommes aujourd'hui face à un système qui est purement idéologique. Et d'ailleurs, je mettrai à l'antenne, parce que ça a profondément choqué les Français, le fameux mur des cons, où... Non mais attends, c'est quand même grave. Les magistrats ont... Mais c'est pire que ça, c'est que des magistrates épinglés dans les locaux du syndicat de la magistrature, des personnalités, des personnes. Et parmi les personnes, c'est ce qui m'a le plus choqué, on y retrouve même un magistrat, en l'occurrence c'était je crois le juge Courroy, épinglé par ses pairs, c'est-à-dire que je ne raconte pas l'ambiance en interne, mais en plus mais il y a des bons magistrats, et j'espère que les bons magistrats, tôt ou tard, prendront le dessus sur les criminels en robe noire, parce qu'on ne peut pas les appeler les juges les autres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le père d'une fille qui a été violée et trucidée dans un train, et qui s'est battue pour la mémoire à l'honneur de sa fille, était sur le mur des cons. C'est incroyable. Elles vont jusque-là. La haine du français. La haine de l'amour de la vérité et de la justice. Alors, elles servent à quoi ? Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on apprend de plus en plus que la Cour de cassation, en l'occurrence, se sert de l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, comme je dis, on est passé à l'intelligence artificielle parce qu'il fallait nous défaire de la connerie humaine. C'est ça. Mais bon, ça, c'est bien trouvé, ça. Mais continue ton exposé. Alors, sur les propos, là, je déroule un peu sur comment je me suis défendu avec ces propos, par rapport aux propos. Donc, quand on me dit, par exemple, les propos sur les imams. Ça ressemble à ton scénario. Rappelle, mais l'avantage qu'il a eu sur toi dans un premier temps, c'est que lui, il l'a médiatisé tout de suite et il a eu raison. Moi, j'ai intervenu dans ce sens, on l'a tous aidé. C'est l'affaire Youssef Indy. Ah oui. C'est toi. Bon, lui, c'est le GLAT. Encore une fois, ça prête à sourire. La tournure idéologique du truc. Mais toi, moi, j'estime que toi, c'est encore bien plus grave parce que là, on est dans un caractère pénal. Quand même, qui vraiment, là, pour le coup... je vais expliquer en fait pourquoi les 4 mois fermes ils m'ont été donnés. Tu vas rigoler, le vice de procédure assez incroyable. Donc en fait, par rapport aux propos sur les imams où je dis, en gros, je vais les éradiquer, en fait, moi, quand je disais ça, c'était déjà dans un cri de colère. Et dans le mot éradiquer, c'est en gros, on va vous faire disparaître de la scène publique. Mais tes fichiers S, voilà. Si tu avais à être quelqu'un qui passerait au mode éradication physique, ça ferait déjà longtemps qu'on aurait été récupéré. Je sais même pas si tu as un couteau suisse chez toi. Non. Non, mais eux, ils pensent que tout le monde... De toute façon, j'ai été perquisitionné l'année dernière, donc ils savent ce qu'il y a chez moi. Donc ils savaient que tes propos étaient bien plus sous le fait d'une pulsion émotionnelle. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai comparé ce que moi j'ai dit à, par exemple, le grand rabbin de France, Haïm Korshia, qui avait dit, je lis la dépêche de presse, c'était Figaro, je vous montre ici. Haïm Korshia, c'est bien celui qui, au cœur de cet établissement laïque qu'est l'Élysée, a allumé les bougies de Hanouka. Il me semble que c'est lui, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, le parquet de Paris a indiqué samedi avoir classé la procédure ouverte après un signalement visant le grand rabbin de France, Haïm Korshia, qui avait dit fin août que tout le monde serait bien content qu'Israël finisse le boulot et qualifier les massacres à Gaza de faits de guerre. Voilà, cette procédure ouverte, après un signalement pour apologie de crimes de guerre.
Donc moi, j'ai parlé en fait sous le coup de la colère d'une situation de silence complice. Ouais, tu étais en colère contre cette inertie exactement, criminelle, quoi. C'est ça, complètement. Mais là, on a quelqu'un qui appelle carrément à ce que Israël finisse le boulot, mais qui est classé sans suite. Il fallait s'y attendre. Donc après, sur les propos, on va dire... Ça, c'est très dangereux parce que les Français mesurent de plus en plus qu'il y a 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Et moi, je vois sur les réseaux sociaux, tu as de plus en plus de personnalités de la communauté juive qui disent qu'il faut sortir de cette logique où on aurait une exclusivité par rapport au droit. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est très bien qu'il le pense. C'est très dangereux. C'est très bien qu'il le pense parce qu'il faut sortir de cette... on va dire de cette position permanente de se dire que parce que j'ai vécu ça, alors on n'a pas le droit de me dire ça. En l'occurrence, ils n'ont rien vécu. La plupart des gens qu'on cite... là, ils encouragent un crime de guerre. Non, mais parce qu'ils ont vécu... C'est encore pire. Tu parlais parce qu'ils ont vécu ce crime absolu... oui, la Seconde Guerre mondiale, mais ces gens-là ne l'ont pas vécu. La plupart des gens qui sont en colère aujourd'hui, c'est des séfarades. C'est ça. Ils étaient très bien contents d'être reçus dans les pays arabes et musulmans. Après qu'Élisabeth la catholique les ait virés d'Espagne en 1490. Il y a énormément, on tient à le signaler, c'est super important, il y a énormément de personnes depuis la colonisation des territoires palestiniens, d'anciennes personnes qui ont vécu à Shoah, leurs parents, qui s'offusquent contre ça depuis des années et qu'on fait taire parmi la communauté juive. On les fait taire, ces gens-là, dont notamment Jacob Cohen, Gabriel Agaï, que j'ai déjà reçu aussi. Non, mais est-ce que tu as déjà entendu parler de... Alors, juste Morad... Non, mais tu parles des gens de la Shoah. Est-ce que tu as déjà entendu parler de... pour ceux qui ont... Ce qui est mon cas, beaucoup travaillé par rapport à la Shoah et qui étaient en contact permanent avec des témoins de ce crime indicible qu'il faut reconnaître. Et là-dessus, moi, je suis d'une constance à ne jamais défendre l'injustifiable, quoi. Je veux dire, là, en l'occurrence... mais Aaron Meyer, qui était un rescapé du camp d'Auschwitz, qui est mort en 1924-2014, quand même quelqu'un qui était assez invité régulièrement, il avait dit une phrase que je vais vous citer à l'antenne. « Si nous devons véritablement demeurer des êtres humains, nous devons nous lever et qualifier les sionistes pour ce qu'ils sont, des criminels nazis. » Je veux dire, et Leibovitch ira jusqu'à dire, alors qu'il vivait en Israël, qu'il a reçu le prix Israël, qui était un auteur fabuleux et que j'aime lire. J'apprends de Leibovitch, qui est je me sens dans cette continuité abrahamique avec Leibovitch, qui avait été jusqu'à qualifier, en l'occurrence, l'armée israélienne, dans un cas bien précis, où elle a fait preuve, mais d'une cruauté sans nom à l'endroit des Palestiniens. Non, tu peux pas dire ça, parce que c'est l'armée la plus barre au monde. De judéo-nazis. De judéo-nazis. Et donc, aujourd'hui, ces gens sans culture, et de fait qu'on ait cette conversation, je renvoie encore une fois au fait que il y a des gens qui ont... Même Jankélévitch. Alors Jankélévitch, pour ceux qui ne connaissent pas, philosophe français, Jankélévitch qui était quand même très pro-israélien, qui était vraiment sioniste aussi pour le coup, il avait trouvé une formule que j'avais énormément appréciée, où il avait dit à Israël, méfiez-vous de votre triomphalisme, car, comment il avait dit ça, car il diminuera votre persécution. Et Jankélévitch, tout pro-israélien qu'il était, tout pro-sioniste qu'il était, lors de Shabbat Hatila, a manifesté devant l'ambassade d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a eu des grandes consciences juives, c'est-à-dire qu'elles soient sionistes ou pas, mais qui devant l'indicible que eux avaient eu à connaître aussi, et dont ils étaient les survivants, ne l'admettaient pas. Sauf que, bizarrement, nos juges, enfin les juges français, en tout cas ceux qui ont loisir à juger
de personnalités comme toi, de Youssef, d'Abdel, Boudjekada, voilà, de Malik. De Malik et tant d'autres. Malik, que tu pourras évoquer ici, Ouais, qui vit un traitement, je veux dire, même Pablo Escobar l'a pas vécu en Colombie. Ouais, c'est incroyable. C'est pire que... Non, c'est pas incroyable. Il faut être juste. C'est criminel. C'est criminel. C'est en dehors de la loi. La loi sert des intérêts idéologiques et ne sert plus la justice. Et ça, c'est très grave. Et ça, je crains qu'un jour, et c'est pour ça que je milite activement pour une réforme de la justice, qu'un jour ça se retourne. Et en plus de ça, ce qui est quand même assez inédit dans cette histoire, c'est le traitement, le fait qu'on traite tout le temps tout le monde d'antisémite. Je montrerai à l'écran une des déclarations de Madame Shulamit Aloni, qui était l'ancienne ministre israélienne de l'Éducation, qui avait dit tranquillement dans une émission, antisémitisme, c'est un truc que nous utilisons pour étouffer toute critique légitime envers l'État sioniste d'Israël. Donc c'est pas toi, c'est pas moi. Bizarrement, apparemment, il n'y a aucune éducation qui est faite en termes de géopolitique, de prospective, de notions liées à ces questions du conflit israélo-palestinien au niveau de nos magistrats. Et donc, ils ne peuvent pas se contenter d'avoir, comme face à toi, de ne pas répondre aux questions, de te traîner en justice, parce qu'il y a un truc qui est incroyable, et ça je le rappelle tout le temps aux gens qui nous écoutent, ils rendent des jugements au nom du peuple français. Moi je suis désolé. C'est un jugement qui ne me convient pas. Oui, c'est vrai, la justice au nom du peuple français. Ouais. Au nom du peuple français. Et donc, on le voit depuis à peu près maintenant un certain nombre d'années, c'est devenu tout et n'importe quoi, cette justice. C'est dramatique. D'ailleurs, je renvoie souvent, parce que ça me fait rire, au bon tweet français, parce qu'il y a un tweet de lui que je vais citer, et que je vais montrer, parce que suite à la sortie du comment on appelle ça, du premier magistrat de France, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a écrit. On le mettra à l'antenne. Donc il a mis l'article de Mediapart et au-dessus il dit « C'est pas du populisme, monsieur le premier magistrat. La justice française est l'un des organismes les plus corrompus d'un pays qui ressemble de plus en plus à une république bananière. Discrimination positive, protection des élites et des pédophiles, réseau de frangins, à vomir, 3 petits points. » Je crois qu'il a dit ce que pensent 80% des Français. C'est ça. Et s'ils veulent pas se remettre en cause, eh ben, j'ai envie de dire, battons-nous pour avoir le pouvoir et pour réformer la justice de ce pays, car pour beaucoup d'entre eux, ils ne méritent pas de porter une robe noire et surtout de donner des jugements au nom du peuple. Juste avant que tu parles du conflit israélien, je tiens à rappeler quand même pour nos auditeurs qu'il y a eu une sortie de l'ancien ministre de la Défense israélien, Lieberman, oui. Ça fait l'actualité, qui assure qu'Israël a fourni des armes à des milices anti-Hamas à Gaza. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, et c'est sur I24, donc on mettra l'article en lien. Et donc ça a été validé par Netanyahou, c'est ce qu'il assure. On est dans une vidéo où il était tranquille. Alors ça, par contre, ça dérange pas nos magistrats français, d'autant plus que je rappelle que le premier magistrat de France, en la personne de Emmanuel Macron, a reçu publiquement et a obligé la garde nationale française à saluer un intégriste notoire. Un coupeur de tête. Tout simplement. Qui est président non élu. C'est marrant parce que je montrerai à l'écran qu'un de ses amis à Emmanuel Macron a récemment fait une affaire assez... une affaire pécuniaire. Non, mais c'est important parce qu'à un moment, Daesh, ses amis, ses intégristes, ils sont reçus à l'Élysée. Hein. J'ai fait une vidéo où je me suis offusqué de ça. Ça, bizarrement, le tribunal ne l'a pas souligné. Ça, bizarrement, tu vois, quand par exemple, nous les musulmans, barbus, bon, ce qu'on veut, tache sur le front, ce que tu veux, quand on prend la parole pour dire que ces gens-là, on n'a rien à voir avec eux, on nous invisibilise, tu vois. Mais quand par exemple, il y a des gens qui relayent le fait que c'est bien qu'Emmanuel Macron l'ait reçu, etc., tu reçois une convocation commissariat. D'ailleurs, il s'était félicité de l'assassinat de Samuel Paty, hein, ce monsieur. Oui. Et qu'il est derrière aussi la formation de gens qui ont commis les attentats du Bataclan. Complètement. Donc, on félicitera. Et c'est pour ça que Nathalie Youan, elle a dit une phrase très juste sur Internet. Elle dit, mais maintenant, tous ceux qui parleront
d'islamistes, Je crois que je l'ai vu, ouais. vous méritez un crachat au visage. Voilà. Parce qu'en fin de compte, si vous n'avez pas compris, ça, c'est pas de notre faute. Et je dis aux gens de la DGSI qui nous regardent, enfin, la section Alat, celle qui est mouillée au trafic de passeports d'enfants à la préfecture de police de Paris, je tiens à rappeler quand même qu'une plainte est déposée et le commissariat du 7e et de Versailles s'assure à l'empêchement de la vérité, hein. Donc c'est quand même c'est du pénal, hein. Là, le parquet de Paris fait rien, bizarrement, hein. Bon, et qui viole peut-être encore, parce qu'on ne le sait pas, hein, ces petites filles qui doivent crier, hein, les pauvres malheureuses, au moment où elles se font torturer et violer par ces ignobles criminels, hein, qui sont habilités secret défense. Et je rappelle, parce que j'ai la preuve matérielle, mon ex-compagne assurait être en lien avec des sources placées dans la sûreté de l'État qui suboderaient des endroits où il y allait avoir des attentats terroristes. Donc vous voyez, les musulmans n'ont rien à voir là-dedans. Et puis quant à Merah, je tiens à rappeler quand même que c'est pas lui qui a assassiné les 10 militaires. Nous avons un témoignage public et authentique que celui qui a commis l'assassinat des militaires avait des tatouages sur le visage. Quand on regarde la photo de M. Merah qui était traité par la DGSI, je le rappelle, et à qui on a autorisé de sortir de là où il était pour passer un coup de fil à la rédactrice de France 24, ça y est, nous on n'y croit plus. Alors si vous voulez me poursuivre pour avoir diffamé sur ce plateau, moi je suis prêt à qu'on rouvre le dossier Merah, qu'on rouvre le dossier Bataclan. Il n'y a pas de problème. Et je te le dis droit dans les yeux, quand il y aura plus de 100 000 personnes dans l'Alliance, on sera un des premiers partis de France. Et je peux t'assurer d'une chose, ils seront obligés de m'inviter à débattre face à tous ceux qui ont vendu, un scénario mensongeux à tous les Français et qui ont fait croire aux Français. Et je renvoie à l'entretien de François Hollande avant qu'il soit président avec John Paul Lepers, qui fait état que s'il y avait attentat, ça serait éventuellement le fruit de l'État français. Et ce qui a valu d'ailleurs à Choprat d'être viré de l'école de guerre, lorsqu'il a fait sa fameuse vidéo, on la mettra en ligne, où il dit qu'en fin de compte, les attentats terroristes, c'est plus ou moins susvisé par les services secrets français. Donc je salue aussi Nicolas Lerner. Et je dis publiquement, Nicolas Lerner, vous êtes un danger pour la France. Vous êtes passé de la DGSI à la DGSE, mais en tout cas, vous avez couvert le trafic de passeports d'enfants dans le cadre d'une affaire de corruption à la préfecture de police, ainsi que Laurent Nunez, qui est poursuivi à ce jour dans l'affaire de la femme décédée Gilet jaune. Oui. Son nom va me revenir. C'est pas Isabelle Ferreira? Non, Isabelle Ferreira, c'est encore autre chose. La maman, d'ailleurs, qui était comment on appelle ça, qui était à Marseille, alors je vais chercher exceptionnellement. Zineb Redouane. Oui, voilà. Et il faut savoir que Laurent Nunez, Castaner sont poursuivis pour avoir altéré la vérité, produit des faux, puisqu'ils se sont arrangés effectivement pour que l'autopsie ne révèle pas les causes de sa mort. Il a fallu une autopsie par l'État algérien, par des médecins algériens, pour démentir la première autopsie, manifestement bidonnée. D'ailleurs, ça a valu au procureur de Marseille d'être délocalisé. Ils auraient dû le mettre en tôle. Mais les deux autres, là, la promotion. Le Laurent Nunez Belda a une haine manifestement viscérale, et j'en sais quelque chose, parce que devine-toi que l'homme qui est en face de toi poursuit à ce jour Laurent Nunez pour mise en danger. C'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux et qui a intenté à la vérité sur le territoire national concernant le décès d'une innocente. Et prions pour l'âme de cette défunte Zineb Redouane et saluons le courage de sa famille. Rendu fou à l'époque. Saluons le courage de sa famille à poursuivre ces criminels. C'est ça. Donc, vas-y. Ouais. Justement, je te remercie. C'est super important de tout ce que tu rappelles, parce qu'en réalité, tout est lié. Bien sûr. Dans ce que tu dis, tu vois, la justice, les services de police, étouffer des affaires comme celle-là à Zineb Redouane, c'est jusqu'à ce jour, il y a une énorme zone d'ombre dessus, dont même aussi, j'ai interpellé la communauté musulmane à plusieurs reprises, de parler de ça, de demander à ce qu'il y ait des enquêtes qui se poursuivent. Je vais revenir sur justement le... Mais là, tu prouves depuis tout à l'heure qu'il n'y a pas de communauté musulmane. Il n'y a pas de communauté musulmane, effectivement. Je dis ça pour qu'on puisse situer de qui on parle, naturellement. Donc, on m'avait reproché, et après je vais essayer d'être rapide, et après j'expliquerai ma condamnation et le grotesque qui a été cité dans cette condamnation. Ils se sont servis de quoi?
pour justifier cette... Tu vas rigoler, Morad, hein, je te préviens. Ah non, ça me fait plus rire, moi. Non, mais je veux dire, ça va être un rire par réflexe. Un rire nerveux, on va dire. C'est ça. Quelle pauvre justice. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, dedans, j'avais qualifié notamment dans cette vidéo, l'extrême droite israélienne de pire ennemi de l'humanité, de forces obscures, de démons et de satanistes. Je les ai justifiés notamment, encore une fois, avec des documents. Là, on a le Figaro, international, rubrique internationale. Conflit Israël-Hamas, quand Netanyahou évoque le peuple des ténèbres et promet de réaliser la prophétie d'Ésaïe. Donc là, on est clairement dans tout ce qui est force obscure. Là, on est dans l'obscurité la plus totale, c'est de l'ésotérisme. Tu vois, ou je sais pas messianisme. Du messianisme, voilà, exactement. L'ésotérisme, c'est autre chose. Donc, dans un discours télévisé aux accents messianiques, le premier ministre israélien évoquait le combat du peuple de la lumière contre le peuple des ténèbres. Donc là, on est clairement dans les forces obscures, de démons. C'est démoniaque ce qui est dit là-dedans. J'ai également imprimé, j'ai notamment imprimé, alors ça, d'où est-ce que ça vient? Ça, c'était le Figaro. J'ai imprimé d'un site TRT français. Qu'est-ce que c'est que la prophétie d'Ésaïe? Donc, prophétie d'Ésaïe, verset 18, chapitre 60 du livre d'Ésaïe, qui est en soi un livre prophétique à part entière. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de ravages ni de ruines dans ton territoire. Et tu appelleras tes murs salut et tes portes gloire. Peut-on lire dans la Bible hébraïque? C'est-à-dire, en gros, si je synthétise, c'est-à-dire on rase tout, comme ça il n'y a plus de problème. Donc c'est ça la prophétie d'Ésaïe. Bah, c'est ce qu'a dit récemment le ministre des Finances israélien. Voilà, tout simplement. Donc la prophétie d'Ésaïe, c'est quoi? Le livre d'Ésaïe est un texte central de l'Ancien Testament qui traite des thèmes tels que la déportation du peuple juif à Babylone et son retour, la reconstruction du temple de Jérusalem. Je tiens à signaler que s'il y a reconstruction du temple de Jérusalem, ce sera sous condition de la destruction de la mosquée Al-Aqsa, qui va cette fois-ci vraiment déstabiliser la région pour de bon, ainsi que la fin des temps. Il est composé de 66 chapitres et est en grande partie attribué au prophète Ésaïe. Bon. Sur le site, sur l'excellente page des Bunker News, sur X, de Radia Oulepsir, je crois. Ah, pareil, qui est pourchassé et qui a dû partir à l'étranger, là. Qui a eu énormément de problèmes. C'est ça. Qui s'est battue toute seule comme une lionne, et je tiens à la saluer d'ailleurs. Ça, c'est Olivier Thomas Vénard, frère dominicain installé depuis 25 ans à Jérusalem. La société israélienne devient de plus en plus messianique. Le sionisme religieux, qui est un hybridat d'idéologie politique et de tradition juive, qui me semble très dangereux, entre 40 et 60% de la population israélienne serait favorable à la reconstruction du temple. En gros, ça veut dire de la déstabilisation définitive du Moyen-Orient. Parce qu'on va détruire la mosquée Al-Aqsa, qui est le 3e lieu saint de l'islam. Où je me suis rendu à plusieurs reprises. Où tu t'es rendu exactement. Et là, je reprends. C'était assez rigolo parce que la dernière fois que je suis allé, il y a un militaire israélien, bon, il a été correct, hein, mais pour s'assurer il m'a demandé de réciter la Fatiha pour passer le barrage, parce que c'était assez comique. Pour t'identifier si c'en était vraiment... Mais c'est marrant parce que tu fais tous ces renvois, c'est dommage parce que j'avais invité il n'y a pas longtemps, et je vous invite vraiment à lire ce livre d'Ali Benzian aux éditions Fiat Lux de Sami Laibi, qui s'appelle Penser Gaza, P-A-N-S-E-R. Oui, et le sous-titre est très intéressant. Déconstruire le sionisme messianique. C'est exactement ce que tu évoques depuis tout à l'heure. Et vraiment, Ali Benzian, je vous invite à revoir cette émission qu'on a fait ensemble. Il est vraiment remarquable et c'est vraiment un livre exceptionnel qui a été d'ailleurs préfacé par Gérard Haddad, psychologue, et postfacé par un rabbin. C'est dire qu'aujourd'hui, cette violence sidérante et cette haine irrationnelle de gens que tu cites, ils deviennent complètement fous via une sorte Mais le pire, c'est que, Morad, excuse-moi, je te coupe, ce sont leurs propos à eux. Oui, c'est pas nous qui inventons ces propos. C'est de la haine. Ce sont leurs propos à eux. C'est de la haine. Alors, je sais pas, parce que c'est loin d'être terminé. Sur ça, là, sur le propos sataniste, obscur, démons, etc. L'historienne Sophie Bessis, sur... je crois que c'est France 24, le journal de l'Afrique. Qui vient de sortir un bouquin d'ailleurs. Voilà, le journal de l'Afrique, ici, qui avait dit: tous les hommes politiques européens ressentent le besoin d'affirmer que la civilisation occidentale est une civilisation judéo-chrétienne. Cela sert à plusieurs choses. D'une part, à occulter près de 2000 ans d'antisémitisme en Europe. Si l'on est judéo-chrétien, on ne peut pas être antisémite. Ce concept de civilisation judéo-chrétienne est également un marqueur d'exclusion vis-à-vis de l'islam et des musulmans. Quand on dit judéo-chrétien, où est l'islam ?
Donc ça, c'est... Voilà. Ensuite, il y avait autre chose, mais qui n'était pas cité. Et c'est pour ça que... Son livre, d'ailleurs, s'appelle « La civilisation judéo-chrétienne ». Ouais, c'est ça, j'ai été regarder. Ce qui est intéressant, c'est le sous-titre. Il faut regarder les sous-titres. « Anatomie d'une imposture ». Ouais. Et en vrai, la France a une culture récente qui est helléno-romano-chrétienne. Epica, c'est l'objet d'une émission là qui va paraître avec une femme extrêmement brillante. Et on a même retrouvé, il y a plus de 1000 ans de ça, des traces des marins arabes et musulmans sur les territoires nationaux. Bien avant, Christophe Colomb. Ça c'est pour les Amériques. Sur le sol français, oui, complètement. On a trouvé des traces pré-islamiques sur les territoires français. Donc, et puis bon, qui porte la thématique du judéo-christianisme, quand tu vois que les déclarations récentes, et je suis pas là pour mettre de l'huile sur le feu, de certaines personnalités juives à l'endroit des chrétiens et de la personne du Christ, que d'ailleurs les musulmans aiment de tout leur être et lui vont une dévotion en tant que prophète, le fameux prophète Aïssa, et pour Marie, Myriam, qui est la seule femme dont une sourate du Coran porte le nom. Ce qui est quand même assez incroyable de vouloir faire passer par des sondages bidons, par du prêt-à-penser, d'une agression verbale permanente à travers la télé, parce que, pareil encore une fois, quand je vois tout ce qu'il y a, les musulmans, ils sont pas présents à la télévision. Les musulmans du quotidien, exactement, ils sont pas là. On est dans l'ombre. Mais on est dans l'ombre, comme dirait Laurence Ferrari. Ah oui, on est dans l'ombre. Enfin, parler des frères musulmans, mais encore les frères musulmans, ce qui est assez ironique, c'est que personne arrive. Moi, j'ai lu ce rapport de 75 pages. C'est un torchon. C'est un torchon. D'incompétence crasse. Mais bon, on y est habitué. Tu vas sur Internet, le nombre de fois où des mecs dits de la DGSI ou des services. C'est fini à l'époque d'il y a 20 ans, où tu avais des services qui étaient orientés pour la défense des intérêts français. Aujourd'hui, le général Delaware dénonçait l'entrisme du Mossad au sein de la DGSE. Moi, je le dénonce au sein de la DGSI. Je veux dire, on n'a jamais été attaqué pour diffamation pour ça, parce que c'est un fait. On est dans la version accusatoire permanente. Al-Lat, la cellule Al-Lat au sein de la DGSI, tu tapais leur nom sur Internet, cellule Al-Lat, cellule Hermès, il y a 2-3 noms comme ça. Mais Al-Lat, ça c'est comique, c'est le nom d'une déesse pré-islamique. Et le vœu, aujourd'hui, de ces gens-là en France, depuis l'arrivée de Manuel Valls au ministère de l'Intérieur, dont il y aurait beaucoup à redire dans l'affaire du Bataclan. Ouais. Moi, je dis publiquement qu'il a du sang d'innocence sur les mains, dans la mesure où toutes les mesures n'ont pas été prises afin d'éviter ce crime terroriste absolu. Abominable. Et on le doit, la vérité, à toutes les familles des victimes. Ce qui s'est passé, c'est que ils rêvent d'une guerre de civilisation et ils sont en train de préparer une guerre de civilisation. Et le musulman de France, depuis la loi antiterroriste qui date du 24 juillet 2015, donc bien avant les attentats, a fait du musulman un citoyen de seconde zone via des lois exclusives qui ont été prises pour ostraciser une partie de la population. D'ailleurs, le juge Trévidic, en parlant de cette loi, avait dit que c'est sur Internet, on montrera le lien, est une loi extrêmement dangereuse si elle tombe dans de mauvaises mains. C'est mot pour mot ce qu'il a dit. Et en même temps... Et aujourd'hui, elle est dans de mauvaises mains. Et c'est toi qui passes au tribunal et c'est dégueulasse. Bah justement, pour terminer par rapport à ça, Morad, et après j'expliquerai la condamnation en elle-même. Oui, on m'a reproché un truc qui n'est pas dans le PV. Enfin, le juge m'avait posé la question, où j'avais qualifié la France d'être une colonie israélienne. Quand il me dit, vous vous rendez compte de ça? Qu'est-ce que je fais? Je reprends un article. D'ailleurs, quand j'ai sorti Faits et Documents, ils ont fait les gros yeux. Ils se sont dit, oulala, complotiste. Un petit bonjour à Xavier Poussard. Bonjour à Xavier Poussard et toute l'équipe de Faits et Documents, exactement. Et donc, à Égalité et Réconciliation, qui l'ont largement soutenu dans la rédaction des Faits et Documents. C'est ça, complètement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mais, monsieur le juge, monsieur le président, je vais me permettre d'élargir ça sur le champ européen. Je confirme que la France est une colonie israélienne, je le dis devant vous, d'accord? Je dirais même que l'Europe est une colonie israélienne. Pourquoi? Parce que Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, à Beersheva, le 14 juin 2022, habillée comme sénateur Palpatine dans Star Wars, nous a sorti ça. L'Europe a les valeurs du Talmud.
Très laïque tout ça. Voilà. Et quand il me regardait comme ça, je disais, est-ce que vous avez bien vu ça? Il me regarde, il me répond pas. Je dis, est-ce que vous avez bien vu ce que je vous dis? Je dis, j'ai pas terminé. Un livre de Isaac Blumken, À nous la France, page numéro 14. L'amiral catholique de Cuverville s'est couvert jadis de ridicule aux yeux des Français libres penseurs, en disant que la France devait être, j'ouvre les guillemets, l'épée et le bouclier de l'Église. La France est aujourd'hui l'épée et le bouclier d'Israël. Je termine avec des propos, bon, je ne vais pas tous les citer sinon on ne lâche qu'à demain, du Rav David Twitou. On est bien en France, je vais te dire pourquoi, pour l'oseille c'est tout. La France c'est un pays qui est hypocrite, qui te montre pas de blanche et qui te vend tout de suite après. La France c'est le pays de l'hypocrisie, c'est le pays de l'aznout, c'est un terme hébreu, c'est peut-être ça en fait. C'est l'histoire des plus grandes pourritures de l'histoire, il n'y a pas mieux que le peuple français pour agir de la sorte. Le porc est le symbole de l'hypocrisie en France, mais l'islam s'occupe de le sortir de France. Bon, après, voilà, j'ai cité tous ces propos-là. Et quand je citais ça au magistrat, je dis, mais là, je lui dis quoi? Je lui dis, je vais confirmer mes propos en disant qu'on est dans une colonie israélienne et que moi, face à vous, je suis un Palestinien. Pourquoi? Parce que dès que les Palestiniens s'offusquent que leur territoire est une colonie israélienne, ils se retrouvent devant les magistrats. Et enfermés pour rien, et il leur arrive des dingueries dans les geôles israéliennes, des viols, des tortures, des trucs de fou. D'ailleurs, il y a eu un viol en direct pendant... complètement, voilà, exactement. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce qui a été fait inédit, à la Knesset, il s'est posé la question de savoir s'il fallait dire que c'était un viol ou pas. Voilà, il y a eu un débat. Non, mais c'est pour dire le niveau, tu vois. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on dit là, dans les forces obscures, démons et satanistes. Quand on arrive à débattre de comment qualifier ce fait, c'est qu'on a vraiment pété les plombs en fait. C'est que le diable est assis à notre table en fait, vraiment. Oui. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, moi j'avais remarqué que le président n'arrêtait pas de m'emmener sur la question juive. Il me dit, vous vous rendez compte, la communauté juive en France, si elle entend ça, je dis, non mais attendez. Je dis, depuis tout à l'heure, moi je vous parle de l'extrême droite israélienne avec tous ses documents. Le seul moment où j'ai cité le mot juif dedans, c'est pour dire que justement, ces gens-là au gouvernement israélien, ces génocidaires, sont tous juifs au regard de la Torah. Parce que moi je me réfère à la Torah. La Torah, c'est un livre révélé qui fait partie des 6 piliers de la foi du musulman. On doit croire au livre révélé. Ça fait partie du cheminement du musulman. La Torah, l'évangile, le Coran. Oui, mais là, il t'a perdu. Il y a les psaumes, etc. Les fils se touchaient plus. Oui, la pile s'est vite déchargée. Donc moi je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit, mais depuis tout à l'heure, vous insistez sur la question juive, monsieur le président. Je dis, je vais finir par croire que ce tribunal est antisémite. Je dis, parce que depuis tout à l'heure, c'est vous qui me parlez des juifs. Moi, je parle de l'extrême droite israélienne. L'extrême droite israélienne, comme au sein... C'est très intéressant que tu rappelles ça. Voilà. Moi, je lui dis, l'extrême droite israélienne, comme au sein de la société israélienne, c'est comme en France. Dans l'extrême droite française, vous avez des gens d'origine maghrébine, vous avez des gens de confession juive, vous avez des gens de confession chrétienne, vous avez des gens de confession musulmane. C'est la même chose au sein de l'extrême droite israélienne. On ne peut pas dire que le printemps républicain soit... Voilà, tout simplement. Voilà. Soit ami des musulmans de France. Voilà. Et du coup, bon, bah. Après, ils disent qu'il ne faut pas confondre. Hein. Il faut pas confondre. C'est ce qu'il me disait. Il me dit, oui, mais il ne faut pas tout mélanger. Je dis, mais c'est vous qui mélangez tout. Je dis, moi, je parle d'un fait politique. Vous m'emmenez sur un fait, on va dire, ethnique c'est lunaire, ton et affaire. Religieux. Oui, oui. C'est lunaire. Il aurait fallu des caméras, quoi. Il aurait fallu des caméras. Donc, qu'est-ce qui se passe? La procureure. Officiellement, on a le droit de filmer. Hein. Après, on ne peut pas diffuser, c'est ça le truc. Voilà, mais officiellement. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que la procureure... Quand Moretti, il a plein de défauts, mais il avait demandé à ce que les jugements soient filmés. Ils sont tous montés au créneau parce qu'ils auraient peur. Ils savent très bien que dans les tribunaux, il se passe des trucs de fou. Oui, complètement. Parce que les gens auraient découvert comment ils se comportent. L'impunité. Aucun argument. Aucune écoute. C'est ça. Et ben du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la procureure a requis 4 mois ferme en me levant un sursis probatoire dans lequel j'étais pendant que j'ai fait cette vidéo, parce que j'avais un sursis et une mise à l'épreuve du une affaire de vie privée, voilà, où je m'étais défendu aussi sans avocat. Bon, Morad, tu vas me taper dessus, mais moi je suis comme ça. Mais il faut faire attention. Mais c'était en 2022 ça, c'était en 2022, j'ai eu une affaire, une histoire, et j'ai pris cher pour ce que c'était, hein, alors que juste avant moi, il y avait quelqu'un qui avait défoncé sa nana à la baramine, et il a pris un rappel à la loi, un mois de sursis. Voilà. Et oui, moi, mais ils font ça avec les pédos, donc voilà, tout simplement. Voilà. Tu sois surpris. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors que je tiens à signaler, ça a été confirmé par tu le confirmeras aussi de ton côté. C'est impossible. C'est impossible. Alors, elle a demandé la levée du sursis probatoire, alors que la levée d'un sursis se lève à partir du moment où il y a une condamnation, ni une garde à vue, ni rien. C'est une condamnation sur les mêmes faits. Or que moi, ces faits-là, pour lesquels j'ai été condamné en 2022, c'était des faits de menaces par voie, machin, etc. Voilà, c'était des affaires de vie familiale. Voilà.
par message, etc. et tout. Oui, voilà. oui, enfin, Donc, et ça soit loué, ça n'a jamais été traduit physiquement. Voilà, exactement. Non, c'était des faits Voilà. familiaux. Encore la pulsion émotionnelle. La pulsion émotionnelle, voilà, c'est dû aux enfants. Et moi, dès que ça touche des gamins, je pète les plombs. Non, et donc là, on est sur un fait de provocation à la haine ou à la violence. Et le truc, c'était menace. Donc déjà, ce n'est pas les mêmes faits. De deux, j'ai pas été condamné. Et de trois, si elle m'écoute ce soir, c'était... Madame la procureure, vous étiez clownesque. Parce que le juge, à la limite, je peux comprendre qu'il cherche à comprendre. Je peux comprendre ça. Voilà. Même s'il a dirigé... Voilà. Mais que la procureure dit ça, mais ça, je savais que c'était un risque à prendre. Quand j'y suis allé tout seul, je savais qu'il pourrait y avoir un vice de procédure énorme, surtout dans des cas comme ça. Voilà. Je savais qu'il pouvait y avoir un vice de procédure. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. Et je pense qu'ils se sont référés aussi sur ces propos que j'ai dit peut-être dans une vidéo ou par écrit. S'il faut y aller, par exemple, si à un moment donné c'est confirmé en appel ou en cassation ou je ne sais quoi, j'irai. Pourquoi? Parce que à côté de ce que vit le peuple palestinien, 4 mois de prison en France, c'est rien. Oui, mais l'occurrence, donc là, ce que j'ai fait, c'est beaucoup quand on est innocent. Voilà. C'est quand la loi est détournée pour mettre la prison à quelqu'un. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'ils se gardent bien d'y mettre les violeurs. Il y a une femme qui meurt tous les 3 jours dans ce pays. On a autant qui se font violer. Tu as des enfants, il y a 400 par jour qui sont violés en France, 160 000 par an, c'est des chiffres officiels. C'est un truc de dingue. Voilà. Et on devrait être, tout le monde devrait être à l'Alliance pour la France. D'ailleurs, je suis le seul en France aujourd'hui à mener concrètement et véritablement ce combat pour une réforme judiciaire de fond, pour que plus des gens comme toi et tant d'autres ne soient incriminés sur des raisons purement idéologiques et en plus, au final, on te met une peine de prison qui ne correspond à rien par rapport aux faits incriminés. Enfin, on est en plein délire. Mais bon, ça, je veux dire, t'es malheureusement pas le premier ni le dernier. Enfin, j'espère, si on fait cette émission, c'est qu'il n'y en ait plus. Mais au final, donc, si j'ai bien compris, tu as fait appel de cette décision. J'ai fait appel et j'ai pris comme avocat l'excellent Rafik Shekat, que je salue d'ailleurs. Qui a brillant avocat exactement, qui était militant avant et qui s'est retrouvé à défendre François Burga pour des faits. Il a fait relaxer Burga pour des faits d'apologie de terrorisme. On est en plein délire. Professeur d'université, reconnu par ses pairs. C'est ça. Mais il doute de rien. Hein. Ouais, mais complètement. On sent qu'on se demande si derrière il n'y a pas des histoires de promotion en interne. Là, en fait, comment est-ce qu'on pourrait définir tout ça? Je pense que les magistrats, enfin du moins ces organisations mafieuses, parce qu'il faut les définir comme telles. Ces organisations mafieuses savent très bien qu'il y a, allez, on va dire 0,1% que tu prennes une peine ferme vraiment pour des propos que tu peux tenir. Mais là, on est clairement face à du harcèlement judiciaire. C'est du harcèlement judiciaire, pas sur ma personne. Parce que là, je vais évoquer la situation de Malik, qui est un de mes chroniqueurs. Vas-y. Voilà. La situation de Malik, elle est encore pire que la mienne. Moi, à la limite, je suis en liberté, je peux circuler librement, j'ai pas de contraintes, etc. Malik, qui est un de mes chroniqueurs, écoutez bien, mesdames et messieurs, je regarde la caméra. Malik est un brillant, un de mes brillants, chroniqueurs. C'est même lui, on va dire, qui me tempère à plusieurs reprises. J'ai envie de dire, normalement, il y a une inversion. C'est moi qui devrais être dans sa situation et lui dans la mienne. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, parce que il a toujours été un soutien depuis longtemps, lui, c'est quelqu'un qui était connu sur les réseaux, de la cause palestinienne. Et depuis RPTV, Radio Principe TV, on a invité de nombreuses personnes parce qu'eux, ils aiment bien l'entre-soi. Si vous discutez entre vous, entre guillemets, entre bougnoul, ça va. Mais si vous ramenez des Général de la Ward, si vous ramenez des Henri de Lesquin, si vous ramenez des Ravdinovitz, parce que j'ai ramené le Ravdinovitz. Ah oui, c'est vrai. J'ai ramené le Ravdinovitz qui a fait cet exploit ici, qui en France a réussi à débattre et fraternellement. C'était pas une opposition. En plus avec beaucoup d'intelligence, puisqu'à la fin il s'est proposé de revenir, de débattre à nouveau. Il nous a même invité. C'était avant 7 octobre. Normalement le Rav Ron Shaya aussi. Non, le Rav Twitou, pardon. J'étais en contact avec lui, mais malheureusement quelques semaines après il y a eu ce qui s'est passé le 7 octobre. Voilà. Mais on devait débattre et je devais même le confronter aux propos que j'ai dit là. Il m'a dit il y a pas de problème. Ils sont bien plus intelligents d'ailleurs que ces gens là aujourd'hui qui font la chasse idéologique à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, mais bon, moi je les préviens quand même. Hein. Attention, je dis à tous ces gens, vient de s'ouvrir, les choses sont en train de changer auprès du parquet antiterroriste. C'est antiterroriste en plus, c'est ça qu'il faut préciser. Une enquête par rapport à complicité de génocide. Donc moi je tempérerai, puis j'arrêterai les conneries, parce que le vent est en train de tourner dans la mesure. Il y a un sacré coup de filet. Il y a un truc quand même qui se pose. Tu as cité tout à l'heure ce jeune élu. Ismaël Boudjekada, ouais. Voilà.
Ismaël Boujedikada, quand même, juste pour terminer sur Malik Mourad. Juste pour ça, dire ça, c'est que il ne faut pas oublier qu'il avait réussi à s'introduire dans une conversation dans laquelle il était évoqué le directeur de cabinet de M. Darmanin par rapport à des choses extrêmement graves. Des projets d'attentats sur des mosquées, des musulmans, des agressions sur des femmes voilées. Il était question d'un dénommé M. Marciano, qui était, je crois, directeur de cabinet de M. Darmanin. Et là, bizarrement, l'affaire a été étouffée par la justice, par la police. Et c'est d'une gravité sans nom. Incroyable. Et aujourd'hui, ce gars est ministre de la Justice. Enfin, c'est à mourir de rire, tellement c'est un incompétent notoire. Et qui, par contre, nous a fêté l'Aïd il n'y a pas longtemps, ce qui m'a valu de le remercier en disant merci Bled. Merci Mousse. Mais là, Moustache. Notre ami. Donc Malik, Donc Malik, ce qui se passe, c'est que donc voilà, c'est sur RPTV, c'est quelqu'un qui. Il va être interpellé chez lui ou va recevoir une convocation alors non, en fait, c'est une circulaire. C'est comment on appelle ça ? C'est un MICAS. Voilà, c'est un truc MICAS où il lui a été signifié. Là, ça fait 2 ans et demi qu'il a un gel des avoirs. C'est-à-dire que la situation financière est très critique. Il a une interdiction de se déplacer à plus de 10 km de chez lui. Il doit aller pointer tous les jours au commissariat, enfin la gendarmerie proche de chez lui. Et le fait le plus étonnant là-dedans, c'est qu'il a une interdiction d'entrer en contact avec moi et un autre de mes chroniqueurs. Ça veut dire en fait, tout ça, c'est fait pour l'isoler socialement, le ruiner financièrement et l'isoler aussi intellectuellement, parce que du moins l'arrêter intellectuellement, dû au travail de rassemblement qu'on faisait, ou qu'on fait toujours sur Radio Principe TV. Parce que pour moi, il est hors de question de reprendre des émissions sans mes chroniqueurs. Voilà, je fais des vidéos, moi, à titre personnel, mais voilà, parce que c'est quelqu'un que tout le public de Radio Principe TV aime, pour son intelligence et pour son... J'ai eu la chance de le rencontrer. Voilà, exactement. C'est un garçon admirable. C'est un cerveau sur pattes. Et puis, il a une connaissance énorme. En plus de ça, c'est pas pour le défendre, c'est que j'ai eu à le connaître, à le rencontrer. Ouais. C'est un garçon admirable, posé, réfléchi. Poli. Non, mais c'est un vrai problème. Tu mets pas un mot plus haut que l'autre. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'institution raciste française met énormément de moyens pour empêcher toute école musulmane, toute association musulmane. Là, ils vont s'en prendre. Maintenant, ils font des rapports bidons sur les salles de sport. Incroyable. Ils en sont là. C'est racialiste, raciste, haineux. Ils haïssent les Français. Et ils sont en train de détruire volontairement, physiquement et socialement les Français musulmans pour permettre des lois liberticides contre la liberté de circulation, contre la liberté d'expression à tous les Français. En vrai, ils détestent les Français, le peuple de France. D'ailleurs, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait même pas de culture en France. C'est ça. Donc, les Gaulois réfractaires, toute la litanie. Provocations. Mais on a une classe politique effectivement extrêmement incompétente, donc sa dangerosité, extrêmement raciste. Alors, ils arrivent de ci, de là à choper quelques roubzistes. Mais sur le fond, qu'est-ce qu'ils sont en train de détruire ? Quand tu vois une école comme le lycée Averroès, qui a 96% de taux de réussite au bac, c'est sur Internet, 76% de mentions, et on se dépêche d'aller fermer cette école, on prétexte, je devais te citer juste un prétexte que les Français doivent entendre. Un des prétextes, ça a été de dire que dans la bibliothèque de cet établissement scolaire, il n'y avait pas de livre qui faisait la promotion de l'homosexualité. Et il y avait un livre qui s'appelle Riyad al-Salihin, c'est-à-dire le jardin des vertueux, où il y a de nombreux hadiths qui peuvent prêter à interprétation. Non mais... Il n'y avait pas de livre qui faisait la promotion de l'homosexualité. Non mais attendez, allez faire ça dans les écoles juives, tiens. Le grand rabbin de France, 6 trucs que j'ai eu à connaître, paix à son âme, chez Ardisson, lorsqu'on lui a dit « mais vous êtes pour l'homosexualité », il a dit « c'est une abomination ». Les associations LGBT sont bien gardées de poursuites au tribunal pour homophobie, d'accord ? Mais il y a des vérités qu'on ne veut pas dire, mais je les rappelle. Il y a certains qui ont le droit de le dire et pas d'autres. Non, mais c'est pas qui. Oui, mais la justice française aujourd'hui, il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes. Moi, j'ai un article sous les yeux dont je vais montrer. L'article est sorti le 22 avril 2021, David Perrotin sur Mediapart. Je te lis le titre. Enquête ouverte après des propos racistes au sein de l'École nationale de la magistrature. On dit oula. Est-ce qu'il y a un tag antisémite, une déclaration haineuse à l'endroit de nos frères et sœurs juives ? Et pour ça, je serai toujours à côté d'eux. C'est pour ça que j'ai manifesté, et quand bien même il y avait Marine Le Pen, Mélenchon et autres, contre l'assassinat ignoble de Mireille Knoll et de Sarah Halimi. J'étais dans ces manifestations, je l'assume. Et je m'en moque s'il y avait Meir Habib ou Bernard-Henri Lévy. En tant qu'humain,
que conscience humaine, que conscience morale. Voilà, comme disait Jean Kévy, je souffre des souffrances qui m'ont été épargnées. Surtout ce respect des anciens qu'on a, on touche pas aux anciens. D'autant, et puis pareil, il y a des mecs... ça pourrait être notre grand-mère, notre grand-tante. Je cite les phrases qui ont été citées à l'ENM, il y a des copies d'écran. La France aux Français, oh là là, encore une racaille, non mais dehors les Arabes. L'École nationale de la magistrature, ça c'est des gens issus de la promotion de cette année-là, qui depuis sont magistrats. Parce que quand... en raison de cet article, ils ont quand même prêté serment, ces gens-là. Hein. Officiellement, ils sont censés rendre le droit, rien que le droit. Hein. Bon, bref. Monsieur Dupond-Moretti a demandé l'ouverture d'une enquête. Il faut savoir que tous les syndicats de magistrats ont demandé à ce que l'enquête... Enfin, ont tout fait pour que l'enquête n'ait pas lieu ou puisse aller à son terme, au prétexte qu'on obligeait des élèves, futurs magistrats, à faire de la délation. Mais quand on nous convoque, on nous demande de faire quoi? Si ce n'est de nous avouer quelque chose, même quand on ne l'a pas fait, ce qui est ton cas. Eh bien, la France, à ce jour, dans sa formation, sort des juges qui ne sont pas poursuivis après avoir écrit noir sur blanc, la France aux Français, les Arabes dehors. Et ça, il faut le comprendre. J'ai l'article, on le mettra en lien, que j'ai bien sûr imprimé avant qu'il disparaisse. Et c'est ça qui est capital de comprendre, puisque il faut savoir qu'aujourd'hui, suite à l'assassinat terroriste d'Aboubacar Cissé, suivi 3 semaines après de ce coiffeur, Hicham, paix à son âme, et puis une victime collatérale qui était passé par là, une personne d'origine turque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sans clergé identifié, donc il n'y a pas de communauté musulmane, M. Retailleau veut créer un concordat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le contrôle des musulmans, non pas dans leur pratique, mais dans leur existence. Et je sais que tôt ou tard, tous ces Français habités de la spiritualité, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou non-croyants, mais animés par l'universel de l'amour et de la beauté de vivre ensemble, dans le bon sens du terme, viendront, on fera cohésion. On fera cohésion. Moi, j'ai créé ces structures à travers l'Alliance pour la France. Venez, on fera cohésion et on rendra justice et on rendra gorge à l'endroit des gens qui, et je citerai décidément encore Lévinas, il disait « Je donne mon pardon à ceux qui me demandent pardon ». On rendra gorge à ceux qui sont incapables de demander pardon aux victimes qu'ils ont faites. C'est pour ça que je soulèverai, si j'ai la possibilité d'être en charge d'une fonction régalienne dans ce pays, la prescription. Et je peux te dire que tous les juges qui ont eu à commettre ce genre d'ineptie. Oui, d'ineptie judiciaire. Seront poursuivis parce qu'il faudra qu'ils rendent des comptes. Qu'ils soient responsables pénalement et professionnellement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui permet... c'est le seul endroit au monde, la France, où il y a l'impunité des magistrats. Le seul pays au monde. Hein. Il faut savoir que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est une coquille vide. En 2019, 1500 plaintes, 0 sanction. Hein. Donc il y a un vrai problème. Apparemment, ils ne l'ont toujours pas compris parce que des innocents comme toi sont traduits en justice. Des Malik, des Youssef Indy et autres vivent. Alors, on fait la leçon au monde entier. Hassanik Youssef. Ils sont si nombreux. Ils sont si nombreux. Même la médecin là, dans Amina Farah, je crois. Ouais, et puis qui l'ont poursuivi parce qu'elle était partie à Gaza, une aide-soignante et une infirmière aussi. Un mois, la fin de prison. Mais parce qu'aujourd'hui, on n'est pas le nombre. Il faut qu'on soit tous les Français. C'est vrai. Et de toute façon, je vais te dire un truc qui est très simple. On se parle à cœur ouvert. Je remarque un prisme chez certaines personnes qui ont du bassin méditerranéen. J'inclus tout le bassin méditerranéen, donc il n'y a pas que des pays musulmans, une certaine forme de tribalisme. À un moment, il faut sortir de là et d'aller vers l'universel. C'est parce qu'on sera le nombre pour les mêmes causes. Parce que regarde tous ceux qui ont été promus et qui ont des noms à consonance, mais c'est des scandales à répétition. L'autre, elle est ministre, elle prête son appartement à ses 2 frères avec un cuisinier. L'autre, elle maltraite en tant que préfète les employés de la préfecture de Bordeaux. Enfin, les gens se disent mais ils se disent mais d'où ils sortent ces clowns? Mais ça fait partie de l'ingénierie sociale à empêcher la promotion de l'excellence via des écoles.
Ouais. Hein, ils voudraient qu'on soit quoi, tous tourneurs fraiseurs, avec tout le respect que j'ai pour les tourneurs fraiseurs. Et toute cette jeunesse, on est là un des rares pays au monde à sous-exploiter un vivier d'intelligence. La jeunesse se bat aujourd'hui. Oui, mais c'est pour ça que je crois à cette force qu'est la France, parce que c'est un pays en réalité qui, dans son tréfonds, est habité spirituellement d'une chose merveilleuse qui est le fait de transcender les injustices. Aujourd'hui, ça fait OK, mais ils sont en train de manger leur pain blanc. C'est des gens en plus qu'on retrouve dans les réseaux pédos, dans les trafics d'organes, toutes ces magouilleurs. Mais ils sont en train de manger leur pain blanc. Le monde est en train de changer. Et en plus, tu en fais partie de ceux qui sont des éveilleurs de conscience. J'invite les gens à relire tes 3 ouvrages, parce que moi, j'estime que c'est quand même important que les gens découvrent ta plume. Bon, voilà, tu es, on va dire, sanguin, mais j'espère qu'avec le temps, et le fait que tu sois papa aussi, tout ça s'apaise, tout ça se tranquillise. Parce que apparemment, t'as pas été... je crois que tu as été compris, mais ce qui est quand même incroyable, c'est l'inversion accusatoire. J'ai été compris, mais je leur ai fait peur, je pense. Ça doit être ça. Mais ils sont en train d'avoir peur de beaucoup de choses. C'est pour ça que le premier juge de France parle d'un populisme antijudiciaire. En réalité, c'est une justice antipopulaire. Et les gens sont en train de s'en rendre compte, surtout avec les Gilets jaunes. Et je le rappelle à chacune des émissions, parce que j'ai vraiment un véritable amour pour les Gilets jaunes constituants, qui ont été à mes côtés dès le départ, qui ont fait preuve d'un courage et d'une intelligence rare. Ils sont allés là où il y avait les centres décisionnels corrompus et qui étaient téléguidés par l'oligarchie mondialiste et financière. Oui, d'ailleurs, je salue Wilson et les Gilets jaunes constituants du 91. Ouais. Ils sont des gens admirables, je serai toujours à leur côté. Ils ont été auprès de moi pour sauver les enfants. Eh ben, je ne peux que dire combien la justice les a massacrés. 400 peines de prison ferme sans mandat de dépôt, 600 avec mandat de dépôt, des milliers de peines d'intérêt général. Je rappelle que notre ami Abdel Zahiri a subi une peine de prison ferme de 4 mois, ou 6 mois à l'époque. 4 mois, ouais. 4 mois à l'époque. C'est-à-dire, voilà. Donc moi, de tout ça, ce que je retiens, c'est que je voulais quand même que que ton affaire soit connue. C'est hyper important parce que c'est une phrase que me disait régulièrement une personnalité américaine très connue, les vampires n'aiment pas la lumière. Ouais. Donc en l'occurrence, j'estime que là, en l'occurrence, tu as été victime, sans les nommer, mais se reconnaîtront, de certains vampires. Et je dis à nos auditeurs, méfiez-vous, cette affaire, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'affaire Zied, c'est en réalité la possibilité pour ce pouvoir raciste, racialiste et corrompu, parce que racialiste dans le sens où il y a une haine phénoménale à l'endroit des Français dits de souche, hein, vous êtes littéralement massacrés du matin au soir, vous n'avez même pas voix au chapitre, et pour les Français qui de confession musulmane ou de culture autre, je pense à mon ami Thierry Kabil, antillais, font preuve d'une haine viscérale de l'institution judiciaire, parce que ton combat, c'est contre l'injustice, c'est pour la vérité. Donc vous avez beau nous ficher S, et votre loi antiterroriste du 24 juillet 2015, je le rappelle, n'oubliez jamais cette date, qui est une loi sur le renseignement qui a autorisé des nouvelles méthodes d'accès à l'information. C'est pour ça qu'elle est charnière, parce que logiciel espion, piratage d'ordinateur, recours aux algorithmes, ça date du 24 juillet 2015. Ils l'ont performé, entre guillemets, par la suite. Mais n'oubliez jamais ça. C'est le noyau dur. Ça doit vous renvoyer au scandale des fichages en 1904, qui était la fameuse scandale des casseroles. Et ça a été étouffé, puisqu'il est intervenu, en termes d'ingénierie sociale, l'affaire Dreyfus, puis la Première Guerre mondiale. Donc on est en train de vivre un même scénario, les mêmes méthodes, sauf qu'aujourd'hui ils ont McKinsey, qui fait des fiches un peu à tout le monde, mais les Français commencent à s'en rendre compte. Donc je ne sais pas comment te remercier, mais en tout cas je te remercie infiniment d'être venu aujourd'hui nous partager cette vérité essentielle, qu'est cette cruauté que tu vis. Je rappelle ce qu'avait dit le docteur en droit Frédéric Fabre. L'arbitraire des magistrats est l'une des causes du chômage de masse. La protection judiciaire de la pédophilie est un crime sur enfants.
Le faux en écriture authentique sur jugement est passible pour un juge ou magistrat de la réclusion criminelle à 15 ans. Manifestement, tu as été dans ton affaire encore victime d'un faux. Donc je te laisse nous dire une phrase de conclusion. Je conclurai juste après toi. Ouais. En tout cas, j'espère que tu as pu développer... Ah oui, non, mais complètement. Alors, si des gens s'étonnent... j'aimerais pas que les gens viennent dire en commentaire Morad n'a pas... Ça, c'est... En fait, avec Morad, on a une relation grand frère, petit frère. C'est comme si on se parlait dehors ou devant le kebab. Hein. Donc ne soyez pas étonnés que Morad... Ça fait longtemps que j'ai pas fait de kebab, moi. Mais bon. Moi, ça doit faire 3 jours, je crois. Donc, non, je déconne. Mais sur le plan culinaire, je suis un peu plus... un petit peu plus raffiné. Non, mais je mange, il m'est arrivé de le faire, mais en l'occurrence, attention, on n'a pas le droit de citer des marques. Hein. Ah oui, on peut pas citer des marques, effectivement. La marque Nexus. Marque Nexus. Et je vous invite à vous les procurer, ouais. à vous abonner, parce que c'est sans publicité, et c'est vraiment, vraiment une équipe formidable. Des gens, bon voilà, moi je suis bientôt sur la fin des épisodes Nexus, mais j'ai tellement à cœur et plaisir de travailler, et on me permet en plus d'inviter vraiment qui je veux, des personnes de qualité, sans censure, et des personnes de qualité dont tu fais partie, parce que je trouve que le fait que tu aies été ostratisé comme ça, et c'est quand même assez inédit, parce que c'est un autre schéma, toi, c'est-à-dire qu'on sort de la presse pour t'amener sur du pénal, ne trouvant rien à redire, on essaye de te pousser à ethniciser la communauté juive, alors que tu t'en prends fait à l'appui à l'extrémisme le plus, plus abject. Le plus abject qui soit, qui va jusqu'à affamer des femmes et des enfants. Je pourrais parler aussi de ce qui se passe au Congo. Et on a fait une émission où on en a parlé, ça aussi. Et puis au final, bon, on reprend un élément dans ta vie d'il y a 3 ans pour essayer de te condamner. Et d'ailleurs, c'est pas pour essayer, pour te condamner à 4 mois ferme. Enfin, je veux dire, c'est important qu'aujourd'hui ton affaire soit médiatisée. Nexus donne-le là. Je pense que d'autres suivront, je l'espère en tout cas de tout cœur. Mais ça a permis à ceux qui ont écouté cette émission de comprendre ce qui s'est passé dans ton affaire. C'est juste abject, c'est honteux. J'en appelle à Moussa Darmanin-Blédard, hein, commence à faire un peu le boulot là, parce qu'il faut faire le ménage avec ces méthodes complètement criminelles. Hein. Il faut dire ce qui est. Puis pendant ce temps-là, Moussa Darmanin-Blédard, les trafics de passeports d'enfants à la préfecture de police de Paris, il a le dossier, il a les noms. Hein. Et c'est moi qui ai fait l'enquête. Hein. Ah, bravo. Hein. Mais en tout cas, merci à toi, parce que, bon, quand même, on va se parler franchement. Si tu avais à faire amende honorable, tu dirais autre chose qu'Islam ou Bougnoul. Tu ne serais pas macronien. Tu éviterais de répéter Macron quand même. Ah, mais moi, si on m'aurait dit que Macron avait utilisé ses propos, j'aurais dit qu'il a racheté des imams de France. Parce que j'ai pas envie de ressembler à Manu quand même. Ah bon, je pense on est que personne n'a envie de d'accord. ressembler à Manu. Messieurs les juges, vous voyez que dans le fond, il évoquait bien plus la lâcheté et convoquait vite fait ce personnage raciste qui est à l'Élysée, qui s'appelle Emmanuel Macron. C'est ça. Ah bah alors pour le mot de conclusion, déjà Morad, je tiens vraiment à te remercier de m'avoir prêté audience pour que je puisse parler de ça. Tu sais, moi je suis quelqu'un qui me plaint jamais, je sais là où je mets les pieds et les conséquences qui peuvent en jaillir. Mais je pense que, comme tu l'as dit, cette affaire-là, du moins cette condamnation, parce que l'affaire en soi, moi, c'est la condamnation moi, qui m'intrigue, non qui me fait peur, mais qui m'intrigue. Il est important d'en parler parce que elle s'inscrit dans la continuité d'autres personnes dont on a parlé, Abdel notamment, l'imam Hassani Hussein, beaucoup d'autres innocents dont on ignore la réalité. Ismaël Boudjekada, Malik, qui est un de mes chroniqueurs, Amina, dont on a parlé aussi, le médecin qui est dans le sud de la France, François Burga, etc., etc. Donc je pense que c'était important pour moi de mettre ça sur place publique, pour que les gens prennent conscience de la tournure aujourd'hui des événements, mais aussi de donner aussi un message d'espoir et de dire que, en fait, ce qui est en train de se passer là, à travers moi et les exemples que j'ai cités avant, c'est que on le voit clairement, il y a dans le camp d'en face, c'est-à-dire des élites politiciennes. Enfin, élite, on peut... Non, mais quand je dis les élites, pour qu'on puisse se comprendre, voilà, dans les politicards, voilà. C'est plutôt le terme. Il y a une envie d'étouffer une intelligentsia musulmane qui pourrait sortir, voilà.
dont on fait partie, je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est une réalité. Il faut regarder les personnes avec qui on a échangé, bien voilà, qui ont accepté le débat et qui m'ont toujours fait un excellent retour sur la qualité des émissions qu'on a pu produire, des arguments, etc. Il n'y a pas de fausse modestie à avoir. Voilà, c'est ça. Donc, étouffer l'intelligentsia musulmane et une résistance aussi musulmane. Parce que ça, c'est... En fait, la résistance, elle doit être avec eux, selon leurs propres règles à eux, leurs propres termes, mais pas selon les nôtres. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la mentalité, on va dire, du colonisé. C'est-à-dire du colonisateur qui dit au colonisé qu'il faut faire comme lui le donne. Non, aujourd'hui, ça, c'est une époque qui est terminée. Aujourd'hui, on est français, on connaît nos droits, et on connaît aussi nos devoirs. Et on aime la France. Et on aime la France. Et comme disait Victor Hugo, un lion qui imite un lion devient un singe. C'est ça. Et on refuse aujourd'hui de faire encore figure de singerie auprès, surtout ce qui a été quand même un drame, c'est cette gauche racialiste puante et pleine de haine, qui à l'époque était à la défense de l'immigré, et qui en avait une logique libérale, parce que même Édouard Philippe, là, défend l'immigré, mais en même temps, tous ces gens-là, maintenant, sont les promoteurs de la haine de l'islam et de la spiritualité, ce qu'avait évoqué d'ailleurs il y a 5-6 ans Pierre Hillard, en disant, de toute façon, tôt ou tard, ils s'en prendront aux musulmans, du fait de cette fibre qu'ils ont à visualiser le monde comme étant une richesse donnée par quelque chose qui les dépasse, c'est-à-dire Dieu. Mais c'est très intéressant... Moi, on mettra en lien l'article. Il y a un article qui est sorti aujourd'hui dans le journal La Croix concernant, parce que les auditeurs qui nous écoutent, ils ne sont pas dupes. Le français du quotidien, c'est une femme et un homme admirables, sont des gens extrêmement généreux, on l'a tous vécu dans notre enfance. Bien sûr. Et on le vit encore aujourd'hui. Et je suis soutenu par énormément de personnes qui ne sont pas issues de la communauté musulmane. Notre ami, le papa de Hakim, le papa d'Yanis, me rappelait que la majorité des manifestations, il y avait énormément de Français, de tous bords politiques, de toutes religions, qui étaient présents. Abdel, pareil, il bénéficie d'un grand soutien auprès d'eux. Et il est plus soutenu par des gens qui ne sont pas maghrébins. En France, moi, ça m'est arrivé une fois en sortant de l'hôpital franco-britannique où j'avais été lourdement hospitalisé. J'ai vu sortir de la DGC qui était en face des Khobzis en train de rigoler qui ne parlaient pas français. Je me dis, tiens, ou ceux-là, c'est des espions dans les mosquées, ou ceux qui vont faire des futurs attentats sans qu'ils le sachent. Mais oui, il faut dire la vérité, français. Mais les Français ne sont pas dupes parce qu'ils voient l'émergence de cette intelligentsia, d'ailleurs qui la nomme pas musulmane ou arabe et autres. Je pense au docteur pharmacien Oumlil, qui a été massacré par l'ordre des pharmaciens, qui est un homme admirable. Anis Kajnef aussi. Je pense aussi à Karim Zeribi. Ils sont tout un groupe de personnalités qui ont émergé d'abord médiatiquement et qu'on a essayé de massacrer. Rachid Nekaz dernièrement, que j'ai reçu. Mais tous aujourd'hui sont ostracisés par le pouvoir et on se sert toujours de la même arme, c'est l'arme judiciaire. C'est-à-dire que la justice aujourd'hui n'est plus au service du droit, je le crains, mais au service d'idéologies permissives et criminelles. Mais il y a un truc qui est très intéressant, c'est que j'ai vu qu'aujourd'hui en France, La Croix, quand même, journal plutôt de bord chrétien, on va dire, a fait un papier remarquable qui est sur le racisme ambiant dans le Var. Et il y a un chapitre qui est très intéressant, parce que je tiens à le dire à nos auditeurs, le difficile décompte des actes racistes. Et en réalité, en France, là où on nous dit que les actes antisémites explosent, tout en découvrant que certains, et moi je les condamne, les actes antisémites, j'ai aucun problème avec ça. Toi de même, et je sais que tu l'as toujours fait. Et d'ailleurs, tu as invité des rabbins pour ce faire, donc c'est pas le cas de... Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai vu qu'il y avait de la triche sur le décompte des actes racistes via le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'au final, ils ont dit « Ah, mais les actes anti-musulmans par an, c'est 173 ». Et en réalité, les actes racistes répertoriés, 16 000 en 2024, les services de police et de gendarmerie nationale ont enregistré plus de 16 000 infractions à caractère raciste, 9 400 crimes et délits, ainsi que 7 000 contraventions. Et c'est quand même pas rien, c'est quand même le patron, Jean-Marie Burguburu, le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui met l'accent là-dessus en disant que une grande majorité des musulmans de France, ou des Arabes, ou des gens indiens, ou pakistanais, c'est pas la majorité du genre en France, c'est vrai, mais marocains, algériens, tunisiens, ou franco, ont peur de se rendre. Aussi, ils relatent qu'ils ont peur pour la majorité d'entre eux d'aller porter plainte parce qu'ils ont peur que ça ne soit pas suivi des faits. Ce qui est une réalité d'ailleurs, parce que 90% des cas, c'est classé sans suite. Ils font la même chose avec les pédos. Mais
je me suis dit quand même quoi. À un moment, il faut quand même se poser des questions parce que quand après un ministre de l'Intérieur dit il n'y a pas d'acte anti-musulman à 173, non mais à un moment, il faut arrêter. Et puis l'OFRI, où il y a 73 abonnés sur Twitter, le FORIF, Forum des musulmans de France, machin, on ne sait même pas qui est là-dedans. Les mecs ne peuvent même pas aller sur des plateaux télé pour parler au nom du FORIF. Et on nous a dit après l'affaire Aboubacar Cissé, qui a beaucoup de zones d'ombre d'ailleurs, je tiens à le signaler, que le ministère de l'Intérieur avait parlé que le FORIF, c'est une création inventée par l'Élysée et le ministère de l'Intérieur, où il y a 73 abonnés pour maintenir, soi-disant, on va dire 6 à 8 millions de musulmans en France. Non mais c'est quoi? Non mais c'est eux qui ont une logique criminelle à l'endroit de tous les Français parce qu'ils essayent de nous diviser, nous fractionner. Et ils n'y arriveront pas. Et donc je voudrais terminer sur une citation d'Albert Camus. Chacun sert la justice comme il peut. Il faut accepter que nous soyons différents. Il faut nous aimer si nous le pouvons. Et je pense que toi que j'ai à connaître, parce que ce que je viens à dire, et c'est le point commun et le trait commun avec tous ceux que tu as cités, Malik et autres, c'est que vous aimez. Et aujourd'hui, on veut éteindre en nous la joie, éteindre en nous l'amour. Eh ben, je suis désolé. Nous sommes animés par le fait qu'on ne soit pas divisé. Voilà. Moi, je pleure une église détruite à Gaza, comme une mosquée détruite à Gaza, comme j'ai envie de dire que ça soit en France, vraiment, moi, j'ai un truc qui m'a toujours fait très mal, c'est quand j'ai vu face à face, et là je me suis dit on a un tournant au niveau national, des femmes et mamans juives face à des femmes et mamans on va dire d'origine, se faire face et surler dessus. Et s'il n'y avait pas là eu la police, il y aurait eu probablement un drame. Et je me dis, mais comment dans mon pays, la France, on n'arrive plus à réconcilier les êtres humains? Et déjà, on n'arrive même plus à se parler avant de réconcilier. Ouais. Donc, et moi je pense, et ce sera toute mon œuvre, et c'est pour ça que je tenais à t'inviter, parce que je le dis publiquement, Ziad, qui est ici en face de moi, qui a été quand même, incroyable mais vrai, victime de ce que l'on vient de décrire, Ziad Ghazouani est victime d'une injustice. C'est pour ça que je me suis permis aujourd'hui, avec toi, de faire le procès. Donc, effectivement, j'ai voulu absolument caser, parce que ceux qui nous écoutent ont besoin d'énormément d'éléments par rapport à ce qui se passe. On a découvert le fond de ton affaire. On va pas te lâcher, on va te soutenir. Tu vas aller en appel. Bon, on va voir si le ministre de la Justice, comme je sais, qui écoute mes émissions parce qu'il aura sa petite fiche sur son bureau, j'espère qu'il va comprendre quand même que ça commence à poser question, parce que si la justice commet l'injustice, qu'est-ce qui reste? Exactement. C'est une question que je pose. Et ce sera au tribunal de Reims, je te donnerai toutes les informations, s'il y a des gens qui sont dans le coin et qui veulent venir me soutenir. N'hésitez pas à soutenir même maintenant en achetant tes livres. Oui, voilà, déjà, il faut absolument acheter tes livres qui sont sur Amazon, dont j'ai ici en face de moi un des concepteurs de la notion du maghrébinisme. Ou contactez-moi directement sur radioprincipe@gmail.com. Redis le... radioprincipe@gmail.com. Bon, on mettra le lien, voilà. Et la force de Ziad qui est ici présent, c'est que tu as compris, malgré ta jeunesse, c'est ce qui fait toute ton acuité, et la force aussi de tes collaborateurs à ton émission Radio Principe TV, que je suis ravi de soutenir, c'est que vous avez compris qu'il fallait pas remettre une pièce, quoi. C'est bon, la marche des beurs, terminée. Et donc, il y en a qui en sont encore là-dedans. Mais d'ailleurs, on n'a jamais mis une pièce ni un pied là-dedans. Non, mais je veux dire, vous empêchez justement à ce que on recommence avec les mêmes ingrédients. Non. On sort de ce schéma de la victimisation permanente. Voilà. Et c'est là où j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus de voix, par exemple, qui sont montées au créneau par rapport à ceux qui ont vandalisé des magasins et s'en sont pris à des personnes, même à un pompier. J'ai fait une émission dessus avec... Et ça, la justice, ça, les médias mainstream se refusent de le montrer parce qu'ils sont toujours dans la volonté de nous diviser. Mais les Français, eux, le voient. Et c'est ça qui est important. Et les Français, aujourd'hui, te voient aussi dans cette émission. Je te remercie. Oui, mais c'est important.
c'est important. Et puis salut nos amis de la ville de Troyes, parce que j'espère que parmi eux sera sélectionné un futur joueur de l'Inter de Milan. Ils en ont bien besoin. Je fais pas la promotion du PSG, mais de l'Inter. Voilà. En tout cas, écoute, merci à toi. Vive Radio Principe TV. Radio Principe TV. Abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à Radio Principe TV. Et puis, poursuis dans ton courage. Et voilà, de temps en temps, au lieu de dire Islam ou Bougnoul, dis juste de lâche. De traître. Ouais, ça passe. Et puis en plus de ça, c'est que quand tu dis Islam ou Bougnoul, culturellement, ils sont assez faibles, donc ils comprennent pas forcément ce que tu as dit. Ouais. Par contre, si tu traites de lâche et de traite, en général, on sera tranquille. Voilà, ils se voient dans le miroir et ils savent que c'est un synonyme approprié. Merci pour tout, merci chers auditeurs, merci Zied. N'hésitez pas, encore une fois, à lire ces ouvrages qui sont remarquables. Voilà, c'est une plume un peu nerveuse, on va dire. C'est pas encore un scénario de film, je pense que ça sera dans le prochain livre. Je prévois d'écrire un roman, là, je suis en train de travailler parfait. sur... Et puis, n'hésitez pas, franchement. Cadeau, Nexus. Parce que là, c'est faire preuve d'intelligence. Merci à vous toutes, merci à vous tous, et j'espère à bientôt. Merci Ziad. Merci. Au plaisir, bye.